Ça roule. Ouais, ça roule. Je suis en train de lancer le live là, mais mon stabilisateur il fait des siennes. J'avais lancé le live sans faire exprès. J'étais enregistré genre depuis 2 minutes et je savais même pas. Jacques, qui a la même sonnerie que moi. Alors là, on est bon. Oui. J'espère que le stab va aller. Salut tout le monde. Excusez-moi pour ce petit problème. J'attends que vous reveniez un peu. Voilà, c'est revenu. Alors excusez-moi pour cette coupure. J'avais même pas vu en fait que j'avais lancé. Attendez, je vais vous parler comme ça. Excusez-moi pour cette coupure. J'avais même pas vu que j'avais lancé le live en fait. Je suis en train de régler mon trépied qui veut pas se stabiliser. Donc si l'image aujourd'hui est un petit peu de travers, je m'en excuse par avance. J'ai essayé de faire les réglages. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour soutenir les soignants de l'hôpital de Bastia. Donc voilà, je vais essayer de trouver ma pote qui va nous expliquer exactement. Est-ce que tu vois Anita? Tu la vois ou pas? Ah oui, elle est là. Salut à tous. Je vais passer en caméra avant. Voilà. Alors, Anita? Ouais. Alors, salut Anita. Bonjour. Salut. Alors, donc on est aujourd'hui à l'hôpital de Bastia. Donc on est là pour soutenir les soignants. Est-ce que tu peux m'en dire plus Alors en fait, aujourd'hui, c'est sur ce qui est prévu? triple action. Ouais. La première action, c'est soutien soignant par rapport à l'obligation vaccinale. Ok. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte de faire lever cette mesure ignoble qui attaque les libertés fondamentales de choix. Voilà. C'est toujours pareil, on est sur le droit de choisir. Ouais. Donc ça c'est la première chose, donc il faut absolument qu'ils sentent que les citoyens sont derrière eux. Voilà, donc on a décidé cette action, mais on l'a cumulée à 2 autres actions, c'est-à-dire la deuxième action pendant que les représentants des soignants de l'hôpital sont reçus par le directeur. Actuellement là ils sont reçus? Pas encore. Ils seront reçus à 14h. 14h. À 14h on démarre une chaîne humaine. Ouais. Cette chaîne humaine, c'est l'initiative de Alexandra Riocode, la grande généticienne, qui tient à la lancer partout en France parce que ça fait comme une espèce d'armée d'amour qui se lève, pacifique bien entendu. Et donc on va faire une chaîne humaine, on va descendre jusqu'au rond-point de l'hôpital et on va remonter pendant que les représentants des soignants seront reçus par la direction. Ça c'est la deuxième action. La troisième action, c'est une action de citoyens par rapport au pass sanitaire dans les hôpitaux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est inadmissible que les citoyens ne puissent pas rentrer pour se faire soigner, normalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas à soit nous demander une obligation vaccinale, soit un test PCR qui va être payant, d'accord? Tout le monde, c'est notre droit le plus absolu, notre droit inaliénable, c'est d'être soigné, d'accord? C'est dans le serment d'Hippocrate, tous les citoyens ont le droit d'être soignés et en plus, les hôpitaux sont des biens communs. C'est un bien public et donc il nous appartient. Donc, sur les mairies, il n'est pas marqué santé, égalité, fraternité, il est marqué liberté. Égalité, fraternité, donc la liberté d'aller où on veut, quand on veut, comme on veut et surtout d'être soigné, quoi. Parce que moi j'ai des amis qui sont en traitement rémission du cancer, qui refusent le pass sanitaire, donc qui refusent de rentrer dans cette espèce de folie liberticide. Voilà. Ça risque en fait de tuer des gens qui ont besoin de traitement au long terme, mais qui refusent ce chantage. Qui refusent ce chantage. C'est ignoble, donc ils leur laissent pas le choix. Là, on peut carrément dire que c'est un crime, indirect, quoi. De manière, elle est dans la compagnie en ce moment des crimes
direct. Hein. Là, ils sont combien les soignants à l'hôpital de Bastia à refuser ce pass sanitaire? Apparemment, ils ont créé un collectif, ils sont plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Ils sont rejoints par d'autres soignants qui sont eux-mêmes vaccinés. D'accord. D'autres hôpitaux de la région? Non, même sur place. Okay. Ils ont des soutiens même de leurs confrères qui se sont fait vacciner, mais qui sont pour la liberté de choisir. C'est ça. La liberté de choisir. On a eu des témoignages d'ailleurs samedi dernier d'une infirmière qui était venue à l'hôpital de Calvi, qui était elle doublement vaccinée et qui n'acceptait absolument pas ce chantage ignoble qui était fait. Et même il y a beaucoup de double vaccinés là parmi le personnel médical qui n'acceptera pas le booster de la 3e injection. Ah tout à fait. Ouais, donc ça, de toute façon là on va vers quelque chose, on va vers un blocage. C'est pas. C'est des centaines de milliers d'emplois là qui vont sauter sinon. On avance à petits pas. Moi j'espère vraiment que la puissance citoyenne, la solidarité, le bloc fasse avancer les choses, et fasse infléchir, au moins qu'on ait le choix. Voilà. Après tout ce qui est campagne de vaccination c'est autre chose, mais honnêtement que chaque individu garde sa liberté de choisir. Voilà. C'est de la folie en fait de se dire qu'on ait besoin d'un passeport dans notre propre pays. Pour une maladie, au final anodine, je veux dire, si vraiment le sanitaire était l'objectif. Tout à fait. Hein. Moi, je veux dire, j'ai été malade il y a un mois, j'ai été soignée immédiatement par un médecin qui a eu le courage de me donner le traitement du professeur Raoult. Mais il n'y a pas que celui-là. En combien de jours tu as été remise? En une semaine, tu étais remise. Bon, là, j'ai encore des petites, je suis un peu comme quand on sort d'une grippe, quoi. Ouais. Tu as une convalescence, tu récupères et après tu as une convalescence. Je récupère, 10 jours après j'étais à la manif. Hein. Parce que ça a été un des arguments, c'est sur cette histoire de Covid long en fait. Et il y a beaucoup de gens qui... tu connais Non, le Covid long c'est autre chose, c'est ceux qui ne sont pas traités et qui traînent. C'est ça, c'est ceux qui ont eu une infection qui est allée trop loin. Et du coup, au niveau des poumons, ils ont du mal à récupérer, c'est ça? Pas spécialement, il y a des jeunes aussi qui ont des Covid longs parce qu'ils n'ont pas été soignés au départ et puis qui traînent après, qui retombent malades, qui traînent une toux persistante, une fatigue générale. Donc ça, moi de toute manière je le dis, c'est mon cheval de bataille depuis le début. Hein. Traitement ambulatoire. Précoce ambulatoire. On soigne les gens à la maison, il n'y a plus besoin, les hôpitaux sont plus surchargés. Ça leur coupe l'herbe sous le pied en fait, ça leur permet plus de continuer. L'artémisia annua, là j'ai des plans, je les ai donnés à mes copines, les plans symboliques. C'est pas brevetable, c'est ça le problème. Ils peuvent pas breveter et ça coûte genre 2 € le traitement, voilà, c'est ça? Moi je sais que mon traitement il m'a coûté 10 €. 10 €. 10 €, 10 jours de traitement quoi. Alors que ça aurait coûté, c'est 32 € la dose, c'est ça? Donc 2 doses, 64 €. Je sais plus combien c'est le vaccin. Ah, je sais pas du tout. C'est beaucoup plus cher dans tous les cas. Ça c'est sûr. Bon, il n'y a rien de beau l'immunité naturelle. Hein, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Là, il y a une étude récente, il disait que c'était 13 à 14 fois plus efficace d'avoir contracté le virus et l'immunité que nous donnait notre système immunitaire était 13 à 14 fois, c'est énorme quand même. Si ça s'avère vrai, il y en a qui disent même plus. Pourquoi on a empêché les gens pendant des mois, les enfermer chez eux, au final, empêcher cette immunité naturelle? De toute manière, on a l'exemple de la Suède qui s'en sort très très bien sans confinement, sans masque. Je veux dire, c'est no comment, on le dit, on le répète. Les gens nous regardent comme des malades mentaux alors que le masque ne sert à rien, on le sait très bien, le masque, moi j'ai une formation scientifique. Il y a un cynisme sur le masque incroyable. 10-6 la taille d'un port de masque, 10 puissance -9 la taille d'un virus, donc on arrête de nous prendre pour des cons, je suis désolée, le virus il passe à travers le masque il ne sert strictement à rien à part dans le bloc opératoire. C'est ça, alors voilà. L'argument principal par rapport au masque c'est oui mais quand je parle je postillonne. Mais le truc c'est que tu postillonnes ou pas en fait, il y a les micro-gouttelettes qui vont partout autour de toi et quelqu'un passe dans ton nuage de micro-gouttelettes, il est touché. Si tu as le Covid et que tu as le masque, le virus il passe à travers les pores. C'est ça. 10-9 c'est 1000 fois plus petit. C'est ça. C'est comme essayer d'attraper, je sais pas, une sardine avec un filet de foot quoi. Enfin, c'est impossible. Moi je compare un moustique dans une fenêtre. Ouais. 1000 fois. D'accord, ouais. Le rapport de 1 millième, c'est énorme. 1 millième, ouais. Je m'en rends pas compte, mais ouais. 1 millième. Voilà. Bon, je peux te laisser. Ouais. Allez, est-ce que tu connaîtrais un soignant qui serait dispo pour s'exprimer? Merci beaucoup, Anita.
Je ne sais pas du tout s'il y a des soignants qui sont prêts à parler. Parce que peut-être ça peut les déranger, tu vois, que je vienne directement avec la caméra. Peut-être Isa, elle peut savoir. On va les soutenir, on va faire des chants, parce que ils ont besoin de force. Isa, tu as une idée d'un médecin ou d'une aide-soignante, d'une infirmière qui voudrait prendre la parole sur Internet? Parce que j'ai pas envie de les brusquer, qu'ils se sentent obligés, tu vois, ou quoi. Voilà, donc on s'est mis à l'ombre quand même. Enfin là je suis pas à l'ombre, je grille un peu, je vous avoue, mais on s'est un peu tous mis à l'ombre. Parce que ça tape fort. C'est pas bon, Anita? D'accord, ok. Donc là j'attends un peu. Ou sinon j'y vais au culot, je vais directement. Tu vas aller où? Ben, là je cherche un soignant qui voudrait s'exprimer pour devant la caméra. Ah ouais, j'ai demandé aussi tout à l'heure, mais... Tu parlais là à un médecin? Ouais, une infirmière là-bas. Elle m'a dit qu'elle était mauvaise à l'oral. D'accord. C'est ça, il y a aussi des gens qui savent des choses, mais ils ont un peu... Parce que je vais m'avancer avec la caméra et j'ai peur qu'ils se brusquent, tu vois, dans le sens, ah ouais, tu m'obliges quelque part, tu vois. Alors, je sais pas, Anita, est-ce qu'elle va réussir à trouver ça? Je sais pas, je peux essayer de voir s'il y a quelqu'un qui, tu vois, qui serait chaud à parler devant une caméra. Un responsable ou... Bon, je vais vous trouver ça, les gens. Je vais vous trouver ça. Je vais ça rapidement. On va lâcher les mènes à la fin, parce que là, ça fait un moment qu'ils sont déjà en entretien. Bonjour mesdames. Ah, vous voulez bien témoigner, super. Je peux vous filmer? Super. Ouais. Alors, je vais me mettre là comme ça on vous voit bien. Si vous voulez, on peut se mettre à l'ombre même. Ouais. Venez, voilà. On sera plus confort. Alors, on va se mettre un peu au calme. Bonjour madame. Alors on est en direct là sur internet sur le média Vécu. Donc c'est un média qui est sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Donc voilà, première question, je voulais savoir pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui. Alors aujourd'hui le rassemblement était à l'initiative d'un comité que je ne connais pas, de personnes qui sont contre la vaccination obligatoire pour les soignants. D'accord. Je ne fais pas partie, mais je soutiens le conseil. En tant que soignant. D'accord, parce que alors on a eu des soignants samedi dernier qui ont pris la parole. Et moi personnellement j'ai ma mère qui a pris la parole, qui est double vaccinée et qui n'accepte pas en fait le chantage qu'on fait à ses collègues et qui aussi n'accepte pas de rentrer dans une logique de vaccination par booster tous les 6 mois, sachant que l'immunité naturelle est plus efficace. En fait, à chaque fois, on va empêcher aux soignants de construire leur immunité. Ça peut même les mettre en danger au long terme. Qu'est-ce que vous pensez de ça Je ne suis pas franchement penchée sur cet aspect-là. Ouais. Ce qui me dérange, moi, le plus, c'est ce terme d'obligation, cette espèce d'ultimatum, péremptoire qu'on nous a envoyé par écrit en nous disant On vous coupe le robinet si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Personnellement, je suis vaccinée également, contre ma volonté, parce que j'ai peur de perdre mon travail, et que je suis bien clément, je suis seule et je n'ai pas d'autre salaire que le mien. C'est pas un choix en vrai qu'on nous a demandé. Donc non, c'est pas un choix. On m'a poussé. Obligation déguisée. Voilà, de façon déguisée. C'est simple, vaccine-toi ou tu n'auras plus d'argent. Donc voilà. Donc je l'ai fait. Mais je continue à soutenir
ce genre de mouvement parce que pour moi, c'est pas normal. En plus, on a beaucoup donné de nos personnes. C'est ça qui est écœurant. Et que maintenant, on est stigmatisé. Alors que non, c'est faux. On ne contamine pas les gens, on se protège. On est très efficace au niveau des festivals. Puis bon, là, on voit qu'il y a des incohérences énormes. C'est même au-delà des incohérences. C'est-à-dire, il y a quelques mois, ils disaient même aux soignants, s'ils étaient positifs, parce qu'il manquait d'effectifs, de venir quand même travailler. Et là, aujourd'hui, même négatifs, ils perdraient leur droit de travailler. Enfin, je veux dire, c'est machiavélique, en fait. Comme, C'est complètement incohérent. Je me souviens très bien quand on devait venir travailler, même si on était positif, lors de la première vague. Et puis maintenant, d'ailleurs, lorsqu'il a été question de vaccination au tout début, il n'était pas question pour les soignants d'être vaccinés. Ça devait être au départ les personnes vulnérables, Eh oui. les personnes âgées, etc. à chaque fois, ils y vont à tâtons. Vous voyez comme ils font à chaque fois. Pas du tout. Et après, ça a changé. Il y a eu beaucoup de revirements. Personne ne comprend, hein, parce qu'un jour c'est blanc, un jour c'est noir. C'est une manière de dresser, en fait. Moi, personnellement, si je suis là, c'est parce que je suis horrifiée, je suis dégoûtée. Ça fait presque 30 ans que je suis infirmière et j'en ai vu. On n'a pas de moyens, ni en personnel, ni en matériel. Je suis là-dessus. Il y a une casse, ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, il y a eu une casse du service public qui est atroce. Que vous n'imaginez même pas. Ouais. Je les ai signalés, je me suis plaint, etc. On n'a jamais rien eu. Depuis la T2A, c'est pire que tout. Et là, c'est un coup pour vous achever, vous le sentez là, comme ça ou pas? Moi, ça fait après, on va dire que je suis paranoïaque, mais moi j'ai l'impression qu'on veut se débarrasser du secteur public. Hein. Je pense que c'est pas de la parano, hein. Ils font ça partout avec vous voyez les autoroutes, Vinci qui rachète tout, vous voyez les aéroports, c'est racheté par des privés, par même d'autres pays maintenant. En fait, on a un pays qui est tellement en dette qu'il est en vente. On est mis en vente. C'est ça qui est écœurant. Et là, actuellement, on est mis en vente. Notre système immunitaire, Pfizer privatiserait notre système immunitaire. On aurait pu la possibilité nous-mêmes de dire non, moi je fais confiance à mon système immunitaire. Ça devient privatisé par une entreprise. À tout le moins, j'ai le droit de choisir mon vaccin et d'attendre le Pasteur ou le Valneva ou peu importe. C'est ça. Au moins la technologie qui nous intéresse. On m'oblige déjà, à me vacciner, mon corps est inviolable, j'ai le droit, j'ai tout à fait le droit de choisir ce que je veux faire de mon corps. Deux, j'ai le droit de choisir mon vaccin. Si Pasteur arrive en janvier, pourquoi je ne peux pas attendre janvier? À partir du moment où je travaille en sécurité avec un masque, FFP2 ou pas, sachant que si tout le monde a un masque chirurgical, le risque, voilà, si on respecte les gestes barrières, je veux dire, moi, on limite les chances. Cette année, parce que plutôt sous la gorge. J'ai travaillé en Covid pendant la première vague. Ensuite, j'ai travaillé dans d'autres services. J'ai toujours pris mes précautions. Dieu merci, je n'ai jamais attrapé le Covid. Je n'ai jamais contaminé personne. Si on fait ce qu'il faut, on peut très bien se protéger et protéger ses proches. Alors, j'ai une question à vous poser. Parce que c'est tabou en France. Mais dans pas mal de pays, dont l'Inde, dont le Japon, ils utilisent des traitements ambulatoires, des traitements précoces. Qu'est-ce que vous pensez de ce potentiel qui aurait été mis de côté, qui aurait pu permettre de faire souffler les soignants, de désengorger les services d'urgence? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a eu une manipulation là, de la part des politiques et des laboratoires pour mettre de côté des traitements au profit d'une vaccination? Est-ce que vous pensez que c'est complètement délirant? Parce qu'il y a eu des combats qui ont été menés et qui sont actuellement menés par le professeur Raoult, mais pas que, pour dire que, en gros, on peut soigner, on peut prendre en charge en grande partie les gens très tôt et ça empêche les complications. Moi, je ne sais pas s'il y a manipulation ou quoi que ce soit. Moi, je dis que si traitement il y a,
Et j'ai entendu parler de quelques traitements, je n'ai pas les moyens de vérifier si ça existe pas, mais je dis que si ça existe et qu'on ne s'en sert pas, là, ça devient très grave. On est d'accord. Si ça existe, il faut qu'on s'en serve, absolument. Conflit d'intérêts, ça parle beaucoup de conflits. En fait, cette crise révèle à quel point notre pays est gangréné par les conflits d'intérêts. Et tout à l'heure, on parlait du public, le privé au profit du public. C'est exactement dans cette logique-là qu'on va. C'est possible. Moi, je n'exclus rien. Tout doit être rentable. Je n'exclus rien. Je n'ai aucune information ni preuve de quoi que ce soit. Et ça, vous l'avez vu dans les hôpitaux, cette rentabilité, cette demande de rentabilité qui a monté au fur et à mesure des années. Ça, moi, j'ai vu avec la T2A, la tarification à l'acte. Ouais. Je l'ai vécu. Il faut qu'on fasse des DMS courtes pour être rentable, etc. Ça, je l'ai vécu, c'est monstrueux. Il faut faire sortir les gens. Moi, j'ai vécu des choses où vite, les gens faut qu'ils sortent parce qu'il faut qu'on remplisse. On expédie des patients. Et être obligé de les faire revenir parce qu'on n'avait pas tous les résultats d'examen et qu'on a trouvé quelque chose et qu'on fait revenir les gens. Ça, c'est une aberration. Sans compter les budgets serrés ou... Il faut savoir qu'à l'hôpital de Bastia, on a eu des lits médicalisés pour tout le monde en 2015. Hein. On n'avait pas avant, hein. Avec quelques-uns. Et ça, je suppose, c'est au fruit d'un combat de plusieurs années où vous avez demandé, dû manifester. Bien sûr, les syndicats se sont battus pour ça. Moi, je me suis battue à titre personnel parce que j'ai eu des patients qui sont tombés des lits parce qu'on n'a pas de carrière, etc. À l'époque, je travaillais en médecine, je n'y suis plus fort heureusement. J'ai des patients qui se sont blessés parce qu'on n'avait pas de fauteuil pour les installer correctement. On manquait de médicaments, on a toujours manqué de matériel, toujours. Et ça, voilà, ça c'est la public. Et moi, dans mon idée, c'est voilà, faire disparaître le public et retourner au mouroir, comme au Moyen-Âge, ce qu'on appelait les hospices, voilà, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Au profit de biens privés, de cliniques. Un peu comme aux States, quoi. Si nous arrive quoi que ce soit, si on n'a pas 30 000 devant nous, on est obligé de passer par une banque, en fait, pour s'endetter sur 40 ans, pour se soigner. Tout à fait. La médecine a deux vitesses, c'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous serez soigné, vous n'en avez pas. Les riches survivent et les pauvres meurent en masse, quoi. C'est cette logique. Mais on se dirige vers là. Pour moi, c'est mon opinion personnelle. Hein. Ouais. Oui, non, mais là, moi aussi, je balance. Mais on se dirige dans ce sens-là. Hein. Ouais. Après, comment vous imaginez Parce que là, on sait... Comme vous... Ah, mince. Ah, ben, il y a mon... Mince, il y a mon moteur qui est en train de lâcher. Comment vous imaginez Attendez, je vais essayer de le... Bon, il faut que je le règle. Comment vous imaginez la suite là dans les prochains mois, sachant que vous disiez tout à l'heure qu'on manquait d'effectifs dans les hôpitaux, s'il y a des dizaines de milliers de personnes là qui sont mises de côté et qu'on va vers cet hiver potentiellement un besoin important dans les hôpitaux, est-ce que ça peut créer des problèmes d'effectifs? Là, ce qui à mon avis va se passer, c'est que soit les personnes vont faire comme moi et se faire vacciner par obligation, hein, parce qu'elles veulent garder leur emploi, soit les personnes vont démissionner, ce qui a déjà été le cas dans plusieurs hôpitaux, soit, je ne pense pas que le gouvernement cède ce point-là, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout, ouais, ils sont déter. Ouais. Et qu'il faudra à ce moment-là fermer des lits, et ce qui est le but à la base. Parce que dans certains pays, ils ont quand même dû rétrograder. Je pense en Italie, en Lombardie, il y a eu 10 000 soignants qui ont menacé de partir et ils pouvaient pas se passer de ces soignants. Donc, dans certains pays, on a vu que on avait su s'allier. Pourquoi pas en France? Pourquoi on ne pourrait pas le faire en France? Parce qu'en France, on n'y arrive pas. Moi, depuis que je travaille, on n'obtient jamais grand-chose parce qu'on a cette espèce... Faut que je me rapproche, je suis désolé, ils n'entendent pas. Vous voulez que je baisse mon masque? Ouais, si vous voulez. Ouais. Parce qu'on a cette espèce au niveau des soignants, on a cette espèce de devoir envers nos patients. Quand on fait grève, on travaille avec un petit panneau en grève. On n'a aucun impact.
Et je pense, déjà on est divisé, parce que ce problème de vaccination a divisé énormément. Il y a des conflits internes, hein. Vous avez le clan des pour et le clan des contre, et ça se dispute en permanence. On est divisé, on ne peut pas faire des grèves comme on veut parce qu'on est obligé de prodiguer nos soins, hein, parce que c'est pas quand même des vies hein, qu'on a entre les mains. Et je pense qu'on n'aura jamais gain de cause sur quoi que ce soit. Jamais. Surtout sur ce genre de choses-là, ils sont déterminés. Moi, personnellement, je suis persuadée qu'on n'aura pas gain de cause et que ça ira jusqu'au bout. Après, j'espère me tromper. C'est ça, les prochains mois vont être déterminants. Par contre, c'est hyper anxiogène. On vient travailler vraiment déjà avant. Ça a créé des conflits ou pas dans vos services entre... Pas dans le mien, mais... Ouais. Ça peut. Moi, personnellement, je reste à l'écart dès que ça parle de vaccination, etc. Je dévie un peu. Ça peut créer des conflits, ouais. Même à l'extérieur. C'est vraiment le diviser pour mieux régner. Je me demande si c'est pas voulu à la base. Ah, mais là, par exemple, le fait que les policiers ne soient pas encore obligés, ça c'est un fait qu'il sait très bien qui cible. Et il y a un truc aussi là qui m'a dégoûté, c'est que par exemple des parents séparés, un des parents peut prendre la responsabilité seul, sans l'obligation d'avoir les deux parents, de faire vacciner un enfant. Vous imaginez les conflits que ça peut lancer dans des parents qui sont déjà séparés, les chantages qu'il peut y avoir. Et le maître Divisio en parlait il y a quelques jours à la télévision, c'est ignoble ce qui est en train de se passer. Maître Divisio a été même jusqu'à dire qu'on aurait pu créer une société parallèle. Ouais. Mais je veux dire, c'est vraiment typique du diviser pour mieux régner. Vous ne pouvez pas mieux faire que de monter une partie de la population contre l'autre partie. Il n'y a rien de tel. Là, ils sont. Enfin, je sais pas si. Je suppose que c'est voulu maintenant. Je suis peut-être un paranoïaque. Voilà, c'est des calculs politiques, ouais. Mais moi, je le vis très mal. C'est plus sanitaire, on le sent, on le voit, c'est même plus on le sent là, on le sait. Moi, j'ai jamais été dupe de cet engouement pour les soignants au début du Covid, les héros de la nation. Allons les applaudir à la fenêtre. J'ai trouvé ça assez ridicule, ça m'a fait bizarre. J'ai posté des petites publications sur les réseaux sociaux en disant que ça allait très vite oublier, hein, parce qu'on est le plus souvent maltraité dans les services de famille. Hein. Ça allait très vite être oublié. Et effectivement, à la poubelle. Parce que nous, notre travail, on l'a toujours fait, on continue à le faire. Et c'est pas pour, on n'est pas des héros, hein, on est des soignants point barre. Et il faut arrêter ce genre d'hypocrisie malsaine. Ouais. Et là maintenant, on nous montre du doigt en disant que voilà, on va se faire vacciner parce qu'on est des mauvais soignants. Mais c'est une violence. Et je vois que là, ils sont en train de formater les gens. Par exemple, je regardais un documentaire hier sur une infirmière qui était à la maison, qui allait à la maison, comme un libéral. Et une de ses patientes lui disait « Ah quand même, madame, vous n'êtes pas vaccinée. » Donc là, en fait, ils sont en train de rentrer dans la tête des gens qui écoutent encore la radio, les journaux, la télévision, que nous, toute personne dans le secteur médico-social devient un égoïste. C'est ça qui est ignoble quand même. Devient un égoïste parce qu'il ne se plie pas à l'obligation. Parce qu'il ne pense qu'à lui et qu'il faut penser aux autres et que dans cette période vraiment particulière, il faut être solidaire. Et nous soignants, on devrait donner l'exemple, le devoir d'exemplarité cité par ce cher Olivier Véran. Moi, je suis outrée, franchement. Honnêtement, je suis trop âgée pour me recycler et je n'ai pas les moyens de faire autre chose, sinon j'aurais démissionné. Franchement, j'aurais démissionné. C'est le cas, vous connaissez des gens parmi vos collègues qui ont préféré la démission? Parce que je sais qu'en France,
Ah, je suis désolé les gens, mon stabilisateur fait n'importe quoi. J'ai vu qu'en France c'était le cas, il y avait beaucoup de soignants qui étaient partis. Qui en ont parlé, mais beaucoup sont dans le même cas que moi. Eh oui. Moi j'ai 55 ans. Dans cette société, si, je ne saurais pas c'est comment impossible. gagner ma vie. En plus, physiquement, je suis un peu abîmée par le métier. Donc, eh oui. au bout d'un moment, voilà. Mais honnêtement, si j'avais un plan B, je serais partie. Je serais déjà partie bien avant parce qu'il ne faut pas croire que c'est un métier, c'est beau, hein, on le fait par vocation, on continue par passion, puis au bout d'un moment... Et là, vous vous êtes abandonné par le gouvernement en fait. On n'en peut plus. Il faut savoir qu'une infirmière a une durée de vie professionnelle moyenne de 7 ans. Moi, ça fait 30 ans. Je suis largement périmée. Donc, après, voilà. Mais là, je crois que c'est le concours. On ne pouvait pas aller plus loin dans le manque de respect. Donc, pour moi, oui, ça aurait été un motif de démission. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Si vous connaissez, je ne sais pas, un soignant qui veut prendre la parole, qui veut s'exprimer, qui aurait un message à faire passer, je vais faire le tour. Voilà. Si je vois quelqu'un qui je vois. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Je vais essayer de... Alors, une seconde les gens. Est-ce que je peux te filer la caméra 2 secondes dans les mains? Parce que je ne sais pas ce qu'il a ce... Attendez, je vous décroche. Je vais essayer de ne pas couper le live. C'est vraiment... Il va falloir que je l'envoie au service après. Ouais. Tu vois, il te faudrait vraiment un micro. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils entendent assez mal. Et ouais, il faudrait un micro portatif. J'ai essayé de m'approcher au max de cette dame, mais... Ah, on m'avait dit, tu verras, c'est nickel et tout. Alors, je refuse. Parce que là, il marchait sans problème. Ouais, il marchait bien jusqu'à maintenant. Mais ouais. Excusez-moi les gens, il y en a pour 30 secondes là. Partez pas tous. Il était déséquilibré en fait. Ouais. Tac. Je sais pas, il faudrait que... Les aléas du direct. Peut-être juste il faut que je calibre le moteur en fait. C'est moi qui ai une sorte de fainéant. Voilà. Autant c'est juste un calibrage à faire, tu vois. Oui. Je me plains alors. Il faut tout le temps le faire. Hein. Ouais. Non, Je même le à chaque recalibre. fois que tu remets ton téléphone. Ouais, mais là je l'ai recalibré un petit peu, mais... Voilà, donc j'espère que ça va tenir. Donc là tu as quoi? Tu as pris des photos, tu as filmé aussi en même temps? J'ai filmé une petite partie, ouais, pas tout, mais j'ai une partie de son témoignage. Non, il faudrait trouver d'autres personnes. D'autres témoins. Parce que là, j'ai filmé aussi. Mais je me demande, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Alors là en fait il va y avoir une réunion avec la direction, avec le directeur pour... Ils prennent leur temps. Salut. Ça va et vous? Ça va bien. Bon, je vous avoue les gens, je sais pas trop où aller. Ça, tu as trouvé quelqu'un qui voulait peut-être prendre la parole? Moi, j'ai parlé pendant un moment avec une infirmière, c'était super intéressant. Je sais pas si tu as une aide-soignante ou un docteur ou tu connais pas des gens? J'ai pas envie de les brusquer, tu vois. Peut-être aller voir sur la rambarde. Ça marche. Parce que je pense qu'ils veulent qu'on les entende aussi, mais peut-être pas. Ils ont pas tous envie de parler, de s'afficher. Ouais. Ça va là? Bon, le stab a l'air de plus trop faire de caprice là. Je pense qu'on est mieux. On est mieux. Je suis pas méchant, mesdames. Je pose pas des questions pièges, c'est pas TF1. Vous pouvez garder le masque et tout.
me l'aurais dit la musique parce que j'ai peur que ça prenne en... Protégez votre micro du vent. Alors là sur place je sens pas de vent. Si vous sentez le vent... Ouais. Bon, je suis Isa. Ça va. Bonjour mesdames, il n'y a personne qui veut s'exprimer? Vous avez déjà trop parlé? Vous trouvez quelqu'un. Ah, c'est gentil, merci. C'est important qu'on entende vos témoignages. Dans la langue que vous voulez, madame. Les gens vont avoir du mal à vous comprendre parce que c'est national, mais... C'est national. C'est national. International. Non, j'abuse. Ah, merci beaucoup madame. Ne t'excite pas, hein. D'accord, voilà, allez, c'est ça. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, il me semble qu'on s'est déjà vu en manifestation, non? Je vous ai déjà vu? D'accord. Donc vous êtes médecin. Moi je suis médecin remplaçant. D'accord, médecin anesthésiste. Réanimateur. Ok. Donc là on est devant, donc c'est le bureau de la direction de l'hôpital de Basse-Terre, c'est ça, si je comprends bien? Je viens en soutien à mes collègues, mais je ne suis pas titulaire. Donc si j'étais pas ici, j'allais manifester dans ma région et sur le continent. Okay. Par contre, je viens en soutien à mes collègues pour le principe. Alors attendez, parce que je vérifie en même temps si on vous entend bien parler, savoir si on doit se mettre un peu à côté, mais je pense que c'est bon. Donc là vous allez rencontrer le directeur aujourd'hui? Non, c'est pas moi qui rencontre. Il y a donc ici des titulaires parmi les médecins, parmi les infirmières, parmi le personnel hospitalier, qu'il soit aide-soignant ou agent hospitalier ou infirmière ou médecin, pour aller voir en délégation le directeur. Ce n'est pas moi. Moi, je suis présente pendant mon remplacement et je suis tout à fait contre la date limite pour une obligation vaccinale. Je suis pour la bienveillance, pour le choix du vaccin, et je trouve que c'est extrêmement cruel et violent d'obliger les gens, en date du 15 septembre, de se vacciner en échange de leur salaire. C'est très très cruel et c'est pas très correct. Donc, voilà. Un chantage. Moi, je prends sur moi le lundi, je suis intervenue pour intuber un patient Covid en extrême urgence. Je n'ai pas eu le temps, si je me suis protégée rapidement avec des gants et un masque, mais j'étais pas totalement étanche. Et là, j'ai soigné la personne et j'ai pas réfléchi si la personne allait me contaminer ou pas. Donc j'ai besoin de dire qu'il faut garder de l'humanité avant tout. Et aussi bien que cette humanité doit intervenir pour soigner des gens en extrême urgence, elle doit aussi intervenir pour surtout empêcher la perte des salaires des gens, à commencer par les agents hospitaliers, monter par les aides-soignants, passer par les infirmières anesthésistes, les manip radio et finir par les médecins. Parce que, entre autres, les médecins, on n'est pas à plaindre. Par contre, si on veut partir d'un état d'esprit citoyen, il faut aussi poser la question à nos dirigeants, pourquoi les policiers ont cette exception alors qu'ils sont exposés comme nous, ils sont dans les métros. On le sait bien en vrai, pourquoi voilà. On en parlait avec une de vos collègues juste avant, c'était cette notion à chaque fois de s'attaquer à une partie sans toucher à l'autre pour que la partie réagisse. Alors, et il peut faire levier avec l'autre pour lui mettre la pression. C'est, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, cette date limite, elle est complètement... C'est une collègue qui travaille avec moi. Cette date limite, elle est complètement, je dirais, ubuesque, parce que pourquoi on a choisi le 15 septembre? Comme je vous ai dit, moi j'ai été obligée de soigner un patient Covid, de l'intuber. Eh bien, ça s'est passé précisément le 31 ou le 30 août. Donc, alors là, le 30 et le 31 août, je suis valable pour soigner.
mais le 15 septembre, je ne le suis pas. Alors ça, c'est pas cohérent. Aucune logique. Je ne le suis plus, ce n'est plus cohérent. Donc on sent que l'incohérence règne sur ça. L'Ordre des médecins a rappelé et a pris acte du Conseil constitutionnel du 5 août en disant attention, pour l'accès des patients aux soins, ça ne doit pas concerner que les patients qui viennent en urgence, mais aussi les patients qui viennent pour une mammographie ou pour une radio ou même pour une consultation banale. Ça va entraîner des décès en fait indirectement, cette je dirais décision. pas des décès, non. Mais Les gens qui sont suivis pour des traitements lourds et longs ne vont plus pouvoir venir en fait. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans une situation où ceux qui nous contrôlent sont quand même missionnés par plus haut et celui qui est plus haut, il est missionné par plus haut. Donc je pense qu'il est temps que notre ministre de la Santé remette en question cette date limite. On lui demande au moins s'il peut la repousser parce qu'on a le droit de réfléchir aussi pour se faire vacciner ou pas. Alors j'ai une petite question par rapport... J'ai entendu, alors je ne sais plus si c'est il y a un mois, il y a le gouvernement qui aurait pris la... je crois que j'ai vu ça dans Mediapart, mais j'en suis pas sûr, c'est à vérifier. Avant c'était l'ordre des médecins qui décidait si un médecin était mis de côté ou pas. Il y avait une décision, un médecin pouvait être dégagé de cette manière-là. Et j'ai entendu que, en fait, là aujourd'hui, le gouvernement s'était pris le droit de faire sortir un médecin, d'empêcher un médecin de travailler si le gouvernement se... Alors, je le formule hyper mal, mais vous avez peut-être compris ce que je voulais dire. Je vais vous dire. Tout d'abord, pour commencer, tout est flou pour le moment. C'est-à-dire que nous avons une date qui fait peur aux gens. Donc on est arrivé à un virus plus grave que le virus du Covid qui s'appelle le virus de la peur de perdre son salaire le 14 au soir et de faire de la pression de telle manière qu'il y a même des gens qui vont peut-être aller se faire vacciner le 14 au soir. Or aujourd'hui c'est complètement flou parce que le médecin qui travaille dans un établissement hospitalier et public, il fait partie des employés d'un centre hospitalier. Donc il est régi par son employeur qui lui va avoir une amende s'il le laisse travailler sans qu'il ne soit vacciné. Ouais. Avec bien sûr des dérogations qui sont régions dépendantes qui commencent à apparaître dans certains endroits du dom-tom, etc. On va peut-être voir apparaître des délais reportés, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'établissement public, un médecin, il est un employé de l'État français. Par contre, dans les établissements privés et chez les libéraux, je me permets de vous dire, pour être la plus factuelle possible, que c'est très flou et que c'est seulement l'employeur, qui est le directeur de la clinique, qui a le droit de le suspendre ou pas, mais il ne sera pas dans ses droits. Le gouvernement ne peut pas suppléer... Je pense que le gouvernement, par le biais de l'ARS, de l'agence régionale de santé, peut contrôler. Mais pour l'instant, nous n'avons pas sur le terrain des choses pratiques parce que je pense que notre pénurie est tellement cruelle qu'avant de penser au vaccin et avant de penser à la vaccination, moi je suis sur le terrain, donc pendant toute la période du Covid, j'ai fait des gardes aussi bien en réanimation qu'en anesthésie et je peux vous dire que je serai vraiment très attentive à ce qui va se passer après le 15 parce que j'aimerais bien voir s'ils ont une pénurie de médecins urgentistes qui ont du mérite quand même à travailler pendant cette épidémie, de médecins réanimateurs, de médecins anesthésistes, des spécialités où il faut assurer la continuité des soins, comme la pédiatrie, comme les soins pédiatriques, comme les anesthésies, comme les réanimations, comme les services de soins intensifs, de soins cardiologiques. Je serai très attentive de voir est-ce qu'on va arrêter des médecins et du personnel et mettre les malades en danger. Parce qu'il n'y a pas que le Covid, il y a les accidents de la route. Rien que sur l'hôpital de Bastia, c'est 200 personnes qui sont concernées. Non, absolument pas. Non, je vous assure, avant je parlais avec une de vos collègues, il n'y a absolument pas de souci. Très bien. Là dans l'hôpital de Bastia, vous êtes 200, c'est ça? Vous opposez à... Je vais vous dire, moi, je me mets en position de médecin qui est employé de l'hôpital public sur un contrat de remplacement de courte durée. Donc je n'engage que ma parole, qui n'est pas du tout la parole ça n'engage que vous, c'est ça. Des agents de l'hôpital, mais je suis en soutien avec eux parce qu'aujourd'hui je suis en Corse, donc on est en France. J'aurais dit exactement la même chose aujourd'hui dans un autre endroit, que ce soit sur Paris ou ailleurs. Donc c'est vrai que ici, au niveau de l'hôpital, je suis quand même agréablement surprise qu'il y a quand même une volonté de dire non. Il y a une volonté de montrer cette liberté qui n'existe pas, je ne vous cache pas, dans d'autres endroits. C'est très aléatoire. Donc
Ça dépend les hôpitaux. Vous, en bougeant, vous travaillez dans plusieurs hôpitaux différents. Vous voyez, l'ambiance est différente. Pas dans plusieurs. Je suis dans un endroit sur le continent et je viens ici encore en remplacement. Donc, j'ai envie de dire que c'est extrêmement variable entre les établissements, mais on sent aussi que les établissements qui ont des taux de vaccination dépassant les 95% ont été immédiatement submergés par cette peur de la date limite du 14, et je comprends les gens. Et je suis navrée qu'au jour d'aujourd'hui, cette peur compromet beaucoup de choses par la suite. Parce que le vaccin, il faut qu'on soit des ambassadeurs d'un vaccin et d'une vaccination bienveillante et non pas d'une date limite. Je répète, et non pas d'une date limite. Est-ce que vous n'avez pas peur, enfin, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut amener, on va dire, au coup de grâce? Qu'est-ce que ça veut dire? Le coup de grâce de l'hôpital public, en fait, du service public. Alors, il est sûr que moi, en tant que médecin, je me permets de dire ça parce que je suis dans mon métier, on a ce qu'on appelle la continuité des soins. On est déjà en pénurie, on est déjà dans un système où on a des gardes de 24 heures, aussi bien en réanimation qu'en anesthésie. Ça tire sur les budgets de tous les côtés. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Sur le continent, par exemple, dans l'ouest de la France, il y a des établissements qui ont fermé le service des urgences en été, faute de médecins et de personnel. Et là, on ne parle pas du tout de la date limite de la vaccination. Donc si, avec cet effet, on vient rajouter l'effet de la date limite concernant le vaccin, je pense qu'on va affronter une pénurie au niveau des hôpitaux qui va être très très difficile, qui va contraindre, chez les pompiers aussi, qui va contraindre les gens qui, eux, sont vaccinés et qui sont sur place d'affronter une plus grande surcharge de travail, et je dirais que ça va faire un burn-out chez pratiquement la majorité. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. C'est quasiment obligatoire puisque la situation avec tout le personnel qu'il y avait avant était déjà extrêmement tendue. Donc là, on va perdre une partie. C'est juste, en fait, c'est criminel. Non, mais je dirais d'organiser, c'est une débâcle. Ils organisent une débâcle. Je dirais, ils ont essayé. C'est une expérience. On peut toujours donner un délai pour une expérience. Ils ont pris le risque, mais je pense que les choses vont changer et je le souhaite. Ok. Merci beaucoup, madame. De rien. Merci. Merci pour votre témoignage. Vous n'êtes pas obligé Merci. Voilà. Alors... Je disais, moi je me tâte à descendre, à poser des questions aux vaccinateurs en bas. Là. Descendre. Là, les Algeco qu'on voit là tout au fond, c'est des centres de vaccination. Ouais. Mais là en fait le centre de vaccination il est juste à côté. Hein. Ah mais si je me ramène avec la caméra. Moi je me tâte à y aller, tu vois, à tenter. On peut aller faire un tour, hein, 5 minutes. Ouais, tu veux qu'on tente? Ouais, c'est juste à côté en fait, c'est à 2 minutes. Allez. On va aller voir. Attends, faut que je dise à Anita. Tu vois Anita? Ah. Et pareil que tout. Faire ce que ma fille a fait et ma nièce, c'est-à-dire l'expérience à vérifier avec les numéros des... Juste une seconde, désolé Anita, on descend aux Algeco là-bas, on va aller juste filmer un peu, voir comment ça se passe. Je vais filmer Ange. On est convoqué dans 5 minutes là. D'accord, j'attends 5 minutes le temps que vous rentrez. Ils accepteront jamais qu'il y ait une caméra qui rentre. Je les filme pas. Je filme ceux qui prennent la parole en fait. Et la direction, je la filme pas. Ouais, on demande ça. Ça va. Là, le problème, c'est que discrètement, je peux essayer de le mettre comme ça. Mais... Ça peut être sympa. Je filme seulement les gens qui rentrent et le personnel à l'intérieur qui reçoit, je ne le filme pas. Il faut leur dire ça. On peut essayer. Comme ça c'est transparent, au moins là on est transparent. On essaye, c'est une tentative. On ne va pas rentrer dans le hall, au moins on essaie d'avoir la caméra. Ça va. Mon frère, hein. Bon, dans 5 minutes tu m'as dit?
bien, comme ça c'est consensuel. Jean nous demandait, on essaie de le faire rentrer pour nous filmer nous. Là on essaye, hein, tu es d'accord? On va essayer. Ouais. Après, on n'est pas sûr. Bah c'est cool. Dans tous les cas, moi j'enregistre la conversation. Ça marche. Ouais. Et faut bien leur dire que je vais pas les filmer eux. À la limite, je vais filmer leurs pantalons, quoi. Ouais, voilà. Je filme les pantalons. Sinon, tu peux les filmer nous. Hein. Ouais, je vous filme vous et les pantalons. Ouais. Ça va. Bon, là, le problème, c'est que du coup, on va demander pour rentrer. Ouais. Si tu as, ça pourrait être des photos intéressantes aussi. Si tu as 2 minutes. C'est la médecin ou l'infirmière? L'infirmière. Super intéressant. Ouais. Très bonne discussion. Il y a eu une bonne inspiration de l'envoyer. Ouais, en éducation. Non, c'est important ce qu'elle dit, parce qu'elle-même, elle est doublement vaccinée, comme ma mère en fait. Elle est soignante aussi à l'hôpital de Calvi. Et elle dit que c'est juste. On ne peut pas accepter que ça continue comme ça. Non, mais c'est manifestement inefficace. L'année dernière, on était, je travaille au Covid, tu vois. Mais là, comme je dis il n'y a pas longtemps, normalement, je ne suis pas censée voir mon isolement. Enfin, j'ai fini mon isolement, hein. Ça va. Mais il m'avait conseillé de rester pendant les manifestations. Et du coup, l'année dernière, il y avait il y avait que quelques lits au cas où. C'est ça qui est abusé, c'est qu'ils nous avaient promis, comme à chaque fois, ils nous donnent la carotte, ils nous disent venez, il y a la carotte qui est là, et en fait la carotte, pardon je positionne, en fait un coup de bâton. C'est ça, voilà, et que là... Elle envoie la carotte. Mais c'est ça, à chaque fois ils nous attirent comme ça. Il y a une pharmacienne qui est super intéressante, je ne sais pas si vous devez parler, Marie Chaubasté. Tu connais du monde en vrai? Ah, si vous la trouvez, ouais, je suis chaud. Une pharmacienne, ça pourrait être intéressant aussi. On n'en a pas encore eu. C'est elle qui m'expliquait qu'en VA, en fait, ils ont fait plein d'erreurs au début. Il y a des gens, il y a pas mal de petits vieux qui sont morts. Il y a une histoire au début, c'est qu'ils ont donné du Rivotril. Il y a eu un moment... Par contre, moi, le Rivotril, que mon avis là-dessus, si tu veux, c'est que tout le monde dit, oh scandale, Rivotril. Bon, moi, j'étais au Covid-5, tu vois, au 5e étage à l'époque. Vous l'avez vu Et en fait, les gens se scandalisaient parce qu'ils disaient, ouais, les personnes âgées, les soignés, on leur donne du Rivotril. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne âgée qui a dans les 85 ans, qui a vraiment une grosse pathologie pulmonaire, mais ils n'arriveront même pas à la sauver, c'est impossible. Et ils ne vont jamais en réa. Jamais. Les gens disent on devrait les envoyer en réa à la place. Non. Donc le Rivotril, ça aurait été employé pour les faire partir sans qu'ils souffrent, c'est ça? Et franchement, moi, si je suis âgée et qu'il y a une pneumopathie, donnez-moi du Rivotril. Je préfère ça qu'on tout fond. Parce qu'il y avait cette histoire, c'est que... Alors moi, je suis pas médecin, et c'est... malheureusement... À quel moment ça a été donné, si tu veux. Voilà, parce que ce qu'il disait, je sais plus quel médecin disait, il disait que le Rivotril, en fait, en cas d'inflammation, ça allait aggraver le système, ça allait aggraver l'inflammation. En dernier recours, quand la personne va mourir. Donc c'est ça, quelqu'un qui fait une inflammation lui donne ça, on l'achève en fait. C'est une manière d'achever. Si tu veux, parce qu'en fait, ils avaient peur de manquer d'hypnovel et de morphine, ces antalgiques. Ah, ils étaient en tension sur. Voilà, ils nous avaient dit oulala, ça continue, puisqu'il y avait beaucoup de gens à faire partir dans la douceur, si tu veux, des personnes âgées que mais jamais on n'aura envoyé en réa, c'est même pas la peine. Là, on en avait des fois de 75 ans, vu l'état général, les médecins, les règles. Mais je veux dire, à la limite qu'on utilise. On les intube une heure de suite, tu vois. Donc, il fallait faire partir en douceur. Et ils ont prescrit ça parce qu'ils avaient peur de manquer des médicaments habituels. Et que le Rivotril, ça marche aussi, mais c'est pas l'indication principale. Ce que je veux dire, ils ont utilisé du Rivotril. Il y a eu aussi un autre truc, ils ont acheté pour 1 milliard d'un traitement. C'était lequel déjà? C'était le... Ah. Ça, moi, je pense pas qu'ils aient voulu euthanasier les gens comme ça. Par contre, je pense pas. Je pense qu'ils l'ont mis parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir assez des autres médicaments et il faut les faire partir dans la douceur. Parce que franchement, c'est horrible, c'est pas de voir quelqu'un s'étouffer, partir en s'étouffant, t'es obligé d'attacher les malades pour qu'ils gardent l'oxygène. Moi, j'ai vu ça, mais c'était horrible. Hein, mais il y avait aussi, comme tu dis, quelque part, ils partaient du principe qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas soigner aussi. Ah oui. Et tu vois, ça c'est quand même tout l'inverse des discours qu'on entend à la télé. Moi je pense à la première allocution de Macron lorsqu'il a parlé pour le premier confinement et qu'il a dit
qui accepterait que l'on laisse nos concitoyens dans ce danger-là, quoi. On ne peut pas accepter de laisser les nôtres souffrir. Alors que clairement, tu entends du corps médical qu'eux, ils sont conscients qu'il y en a Après, vous ne connaissez qui pas doivent sélectionner en fait. si tu veux, Et puis la vaccination, ça devait être le... Et pourtant, j'étais en gériatrie. mais ça surprendrait les gens de l'entendre. Ah ouais, mais Ça peut paraître évident. Merde, il y avait pas envie. Alors attends, je peux Ça te dire, surprendrait pendant les gens, gériatrie de nuit, presque pas toutes les nuits, mais en hiver, où il y a beaucoup d'infections respiratoires, si tu veux, et ben on appelait les médecins et tout, de nuit, pour les urgences, les médecins de famille montaient et tout. Ah mais là, attention, je ne peux rien faire, hein. Alors ça va pas être forcément Rivotril, mais morphine, Hypnovel, anesthésiant, et Je me bats avec la... Désolé. Je me bats avec la caméra. Vu le dossier, tu vois, regarde, s'ils étaient insuffisants respiratoires, une pathologie cardiaque, jamais ils n'ont mis en rien, les personnes âgées. Ou alors, vraiment, tu vois, que ce soit, je sais pas, moi, quelqu'un de 90 ans valide super bien, qui a d'un seul coup un problème aigu, tu vois, qu'il n'a pas de grosse pathologie à côté. Et qu'est-ce que vous en pensez des traitements qui ont été mis de côté systématiquement? Alors je pense à l'ivermectine, je pense au protocole du professeur Raoult. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir mis de côté? Ça risque vraiment rien de les essayer. C'est bizarre d'avoir éradiqué le truc aussi vite, quoi. Bon, au début, voilà, on peut tâtonner un peu, mais là, je pense que c'est vraiment le temps de les mettre en place. Parce que ça serait... Pour l'instant, ça révèle on utilise quand même l'antibiotique à l'hôpital. Ah, il y a quand même oui, l'antibiotique qui est utilisé? L'azithromycine, ouais. L'azithromycine, ok. Ah bah c'est bon à savoir ça déjà. On sait qu'au moins on a... Cortisone, anticoagulant. Les médecins traitent quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est dans une crise où on nous dit que les médecins ne peuvent plus traiter. Ils n'ont plus le droit de traiter leurs patients. C'est juste rester... À un moment, c'était la seule solution, c'est rester enfermé chez vous, même si vous êtes en pleine santé, ce qui n'a aucun sens. Non mais on est dans un monde... C'est un monde de fou. Ils ont récupéré l'adage... On est dans un asile à ciel ouvert là. Ils ont récupéré l'adage vaut mieux prévenir que guérir, sauf que maintenant t'as été prévenu, donc on ne guérira pas. Tu vois l'idée? Ouais, c'est ça. T'as été prévenu, personne ne va te guérir. Mais ouais, enfin, moi, juste ce que je vais dire, c'est que pendant de nombreuses années en hiver, des personnes elles mouraient d'infections respiratoires, on t'a peut-être dit déjà, sûrement. Et, en 2017, ouais, il y avait eu beaucoup de morts. Ouais, après, pratiquement tous les hivers, moi j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Et, voilà, là, on a mis le focus. Donc on cherchait à la limite en faisant des hémocultures s'il y avait une bactérie dans le sang et tout, mais tu cherchais même pas l'origine virale, toi. C'était très rare. Tu essayais de traiter la surinfection avec un antibio. Voilà. Et puis, tu n'allais pas chercher le Covid, Donc tu penses aussi que la peur liée à toute cette pandémie, elle était raisonnable? Parce que c'est ça aussi qu'on pourrait se poser comme question, c'est... est là, d'un coup. Parce qu'ici tu vas avoir des gens qui vont s'opposer justement au fait que le gouvernement il pose des sanctions, des décisions presque antidémocratiques, et qui pourtant vont quand même être inquiets de la propagation du virus, et vont quand même, tu vois. T'en as d'autres qui s'en foutent complètement. Il y a un peu différents pôles en fait. On ne peut pas parler d'immunité collective parce qu'il y a beaucoup de variants, donc je crois qu'on ne l'atteindra jamais. Mais je pense que elle est quand même plus intéressante à acquérir. Hein. Mais c'est Guillaume qui disait que c'était... Il vaut mieux l'attraper finalement jeune et faire une forme bénigne. Hein. C'est mieux, je pense, pour pouvoir lutter contre les autres variants. C'est beaucoup plus efficace, c'est ce que je disais tout à l'heure, 13 à 14 fois plus efficace Il ne faut pas en avoir peur. d'avoir une immunité naturelle que de se faire injecter. Donc pourquoi nous enfermer? Pourquoi nous empêcher de nous rencontrer? Pourquoi nous empêcher justement? Pourquoi ces gestes barrières? C'est grâce à ça qu'on... Mais c'est ça. Les confinements, on a eu plein de familles après qui étaient hyper infectés, ils étaient tous... Chaque fois, c'était il y a mon frère, ma mère, voilà, quoi. Tous les uns sur les autres dans la même pièce. Mais c'est Guillaume qui disait qu'ils avaient eu tort de vacciner en période de pandémie parce que ça il disait que lui, dans le bulletin de médecine, on te dit c'est ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et ça le rend plus résistant, il faut attendre que la pandémie soit complètement tombée. C'est ça le professeur Montagnier disait que c'était ça qui faisait émerger des variants, dans le sens quand tu vaccinais en pleine épidémie, le virus n'avait pas le choix, il fallait qu'il mute dans tous les sens. C'est marrant parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était passé sur TF1, il y a une dizaine d'années, Olivier Véran il avait participé à une grève justement dans les hôpitaux. Il estimait qu'on ne donnait pas assez de moyens. Ouais, je l'avais vu, 10 ans avant. Et il lui passe ça
il lui passe Le ça seul sur commentaire le qu'il plateau. a à faire, c'est sur le... Il est devenu vert, Ouais. changé de couleur. Ah oui. Et le seul commentaire qu'il a à faire, c'est il rigole parce qu'il dit que l'ordinateur est vieux, tu vois. Ouais, Enfin, c'est il a ça, rien à dire en vrai, le Il mec. a rien à dire. Enfin. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait, on va tenter de rentrer après. Bah écoute, là, Tu me filmais là ou t'étais en face cam? non, je te filmais tout le long. Ça va, le téléphone n'a pas fondu. Devant quoi? Tant de beauté, c'est ça? Ils sont rentrés? Tu les as vus rentrer? Alors, je regarde si j'ai pas ma collègue qui est rentrée pendant que j'étais en train de parler. Parce que je crois qu'elle m'aurait prévenu. Hein. Vous avez... Superbe. Merci beaucoup, madame. Ah, on se voit... Oui. Mais on la reconnaît pas. Non, mais c'est vrai. Là, je vous reconnais pas, mais... J'en ai pas raté un pour l'instant. J'étais là tous les samedis. Bon, elle est où Anita? Du coup, je la vois plus là. Elles sont rentrées. Elles sont rentrées dedans, non? Parce qu'elles m'ont dit qu'elles allaient demander pour que je rentre avec. Mais autant elles ont demandé et ça a pas pu. De qui? Ah ouais, elles sont là. Ouais. Ah, ok. Trouvé. Bon ben voilà. Là j'attends et le truc c'est qu'il faudrait que je... Vous allez rentrer là dans 2 minutes, c'est ça? Là, on va rentrer. Enfin, on attend, hein. On est obligé d'attendre. Hein. D'accord. Bah, peut-être je peux demander à Alain s'il veut prendre la parole 2 minutes. Ah bah oui, Alain, il a toujours plein de choses à dire. Je vais demander. Alain, il a un direct. Ah oui. Carrie. On a notre Alain national qui va prendre la parole. Bonjour Alain. Bonjour, comment vas-tu Jean? Ça va? Ouais, Ça va toujours sur le pont. toujours sur le pont. Sur le pont de défense des soignants et des enfants. Ok. Donc là, tu vas participer au rendez-vous avec la direction, c'est ça de... Bah, si je suis le bienvenu, certainement. D'accord. Donc je suppose que tu as préparé des questions ou alors les questions tu les as déjà, tu n'as pas besoin de les préparer, tu les as en tête? Oui, je les ai en tête. Oui. Ouais, d'accord. Parce que j'espère que moi je vais pouvoir rentrer, on va leur demander... Tiens, je te filmerai toi ou ceux qui prendront la parole et je filmerai pas les intervenants. Ça va. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de... je sais pas... de ce qui va se passer à partir du 15. Parce que là je posais des questions aux soignants juste avant. Ils disaient que déjà ils étaient en tension depuis des années. Ils étaient en tension. Et là du coup on va avoir une hécatombe en fait. Il y aura une saturation et trop de patients par rapport au nombre de personnel disponible, c'est clair. Donc c'est insupportable. Tout ça parce qu'on impose un pass sanitaire qui n'empêche absolument pas la circulation du virus, puisque l'on sait que les gens vaccinés et porteurs du pass sanitaire sont tout aussi propagatrices du virus que celles qui ne sont pas vaccinées et qui ne sont pas porteuses du pass sanitaire. Donc on se fout vraiment du monde, il n'y a pas d'autre terme. Je pense qu'un enfant de 12 ans est parfaitement capable de comprendre que ce pass n'a aucune utilité autre que celle de faire pression de manière absolument honteuse sur un personnel soignant qui s'est sacrifié depuis des mois. Donc il n'y a pas d'autre explication. Il y a une volonté de nuire qui est d'ailleurs confirmée. Moi je ne me lasserai pas de dénoncer le plus gros scandale qu'il y a en ce moment, qui est que M. Blanquer, on va laisser applaudir là. Désolé pour ma manière de filmer les gens, mais mon trépied me lâche, là, clairement. J'ai décidé de refuser le combat. C'est abusé. L'image part dans tous les sens, je m'approche.
Excusez-moi. Pardon. Pardon, Anita. Ils vont prendre la parole là? Oui. La direction s'est montrée très Enlevez ouverte. le masque. Enlevez le masque, on n'entend pas. Enlevez le masque, on n'entend rien. En premier lieu, la direction s'est montrée très ouverte envers nous. Ils ont su nous écouter. Ils ont bien compris dans quelle détresse est le personnel de l'hôpital. Il y a des remontées tous les jours de ce côté-là. Ils sont tenus d'appliquer la loi. Ils sont dans la même détresse que nous d'un point de vue personnel. Ils n'ont jamais vu de loi aussi coercitive. Ils expliquent aussi que c'est très violent et qu'eux-mêmes sont désemparés vis-à-vis de cette loi. Par contre, ils restent très ouverts sur des discussions et sur des recherches de solutions pour ne pas éjecter les soignants. Ils vont se renseigner sur des actions possibles auprès d'autres collectifs, auprès d'autres directions qui sont dans le même cas que nous. Et ils nous ont donné 2 rendez-vous, donc un rendez-vous lundi à 16h pour travailler sur le sujet et un rendez-vous jeudi aussi à 16h pour encore travailler sur le sujet. Donc voilà, on part avec une petite note d'espoir, malgré le fait qu'ils l'ont bien expliqué, ils ne peuvent pas déroger à la loi. Qu'est-ce qu'ils en courent? Et les homologues du continent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous voulez aller discuter avec eux? Alors excusez-moi, en tant que soignant, nous avons des discussions de professionnels. Donc si vous voulez aller discuter avec eux, maintenant c'est à vous de nous aider. Si vous voulez. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, Pourquoi bien vous sûr. faites pas comme les pompiers? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Parce que les pompiers aujourd'hui, sachez que s'ils sont vaccinés et qu'il leur arrive quelque chose, ils peuvent se retourner contre l'État. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se retourner contre l'État. Effectivement. On y va de notre Je propre comprends ce chair. que vous voulez dire. Voilà. Au moins ça. Il y a possibilité peut-être d'avoir des recours à la loi, sauf qu'en 15 jours, vous imaginez bien que c'est compliqué. Et contrairement aux pompiers, nous n'avons pas les mêmes, les mêmes obligations en tant que soignants. Donc nous sommes des soignants depuis 20, 30 ans, 40 ans pour certains d'entre nous. Nous savons où est notre place aussi. Nous sommes aussi des citoyens. En tant que citoyens, on peut agir d'une façon. En tant que soignant, on peut agir d'une autre façon. Voilà. On n'hésitera pas à chercher toutes les solutions possibles et inimaginables. La direction a l'air d'en être tout à fait d'accord pour y travailler. Donc pour nous, c'est déjà pas mal. Après, on verra ce que donneront ces 2 rendez-vous. Ils seraient prêts à arrêter de payer les gens à partir du 15? Ils seraient prêts à faire ça? Alors, ils nous ont expliqué que malgré tout, même si eux continuent à donner les jours de travail des gens, etc., ce n'est pas eux qui ont la main mise sur les salaires et que ce n'est pas eux qui feront cesser les salaires. Il y a les ARS. D'accord. C'est l'ARS qui décide de ça? Alors au-dessus, effectivement, il y a l'ARS. Ok. Faire appliquer la loi. C'est à l'ARS qu'il faut aller, alors on va aller. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venus en soutien. Merci à vous. Merci à vous. Soutien à vous. Soutien total. Bravo. Alors, je vais essayer de rallumer mon trépied. Voir s'il peut tenir maintenant. Alors excusez-moi encore.
Ça fait beaucoup d'excusez-moi, mais le trépied est tout neuf, enfin le stabilisateur est neuf et je ne pouvais pas prévoir qu'il allait tenir aussi peu de temps. Ouais. Comment ? Tu veux t'exprimer ? Ouais, bah vas-y, Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors attendez, parce que il y a mon trépied, je me bats avec depuis tout à l'heure. Ah, c'est maintenant ? Non, c'est un peu pas. Ah d'accord, je peux pas rentrer avec la caméra. Même si je les filme pas, si je filme au niveau des gens ? Ok, ça marche. Bon, on peut pas rentrer. Si tu as des questions, et puis ici, moi je viens pour soutenir le personnel soignant. Ouais. Donc, en tant que citoyen, je suis concerné par cette dictature sanitaire que je descends. Et personnellement, malgré je pense, le retrait de Emmanuel Macron suite à la présidentielle, parce que je pense que cette dictature sanitaire, elle ne va pas durer, on va dire entre guillemets, parce que la campagne présidentielle approche. Et donc, je pense qu'il va y avoir une certaine... C'est dans 7 mois, c'est ça ? C'est dans 7 mois. Ouais. Et comme disent beaucoup de politologues sur de nombreuses chaînes, je ne pense pas que la dictature sanitaire va durer, parce que bon, même des politologues l'ont dit clairement, Macron ne va pas, on va dire, confiner les gens 8 mois avant la campagne. Il ne va pas obliger le vaccin obligatoire 8 mois avant. Alors, ce qu'il disait l'année dernière, je me souviens d'une vidéo de lui, il disait, un journaliste lui demandait, est-ce que vous comptez vous représenter en 2022 ? Et il avait répondu un truc assez énigmatique en disant, j'aurai probablement à faire quelque chose en début 2022 qui fera que je ne pourrai pas me représenter. Il l'avait formulé plus ou moins comme ça. Quand on sait que celui qui l'a créé, Jacques Attali, clairement, il le revendique, il le dit tout haut. Quand Jacques Attali dit qu'en 2016, il parlait de son livre, c'était Le Monde de demain, et il disait qu'en 2022, il y aurait une révolution en France avant 2022. Et qu'en fait, c'est pour ça que moi j'appelle ça du sabotage, dans le sens, il cherche à ce qu'il y ait une action vraiment très forte de la part du peuple pour pouvoir justement être sur le terrain de la loi martiale, comme il le dit en guerre, ils n'attendent que ça. Les guerres, ça sert à quoi aux dirigeants ? Ça sert à prendre un contrôle absolu. Il n'y a pas que ça, on a la Macronie locale ici aussi. C'est ça, le directeur est macroniste. On a la Macronie locale, on est complètement abandonné par nos chers élus de l'Assemblée de Corse. On est complètement abandonné. On va dire, tout bord politique confondu. On est complètement chier. Maintenant, il y a un mois, on a eu les élections territoriales. Hein, il ne faut pas oublier que parmi tous ces gens-là qui manifestent le samedi et tous ces gens-là qui représentent le corps médical, il y a des gens qui ont voté pour eux, qui les ont installés à l'Assemblée de Corse. Et là, on ne voit pas une seule personne, un seul élu de l'Assemblée de Corse. Hein, ils sont bien beaux à parader pendant les élections, mais après, ils laissent tomber tout le monde. Complètement, hein, ils laissent tomber tout le monde. Comment ? Alors, on devait monter hier à l'Assemblée, mais étant donné qu'il y avait cet événement prévu, on a préféré annuler pour concentrer aujourd'hui. Alors effectivement, on avait dit qu'on y allait, mais c'est partie remise, parce que je sais que ça, c'est vraiment important, ce que monsieur évoque, cette notion qu'on est abandonné par ceux qui sont censés nous représenter. L'Assemblée de Corse, elle ne sert à rien. L'Assemblée de Corse, c'est une cour des miracles. C'est un théâtre. Elle ne sert à rien parce que les ordres arrivent de Paris. Donc, à quoi ça sert qu'on ait une entité, ça en Corse, pour justement recevoir les ordres de Paris? Voilà. Ils sont téléguidés par la Macronie. Ni plus ni moins. Hein? Et après, ça se veut les représentants de la Corse? Non. C'est un scandale. Et ça, vous êtes Bastier, vous êtes... Je suis Bastier. D'accord. Je suis Bastier. Comment vous sentez quand vous prenez la température dans la rue, des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas forcément? Oui. Qu'est-ce que ressentent les gens qui sont sensibilisés à cette question? Alors, il y a différentes personnes. Ouais. Il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui sont résignées par rapport à leur contexte de vie, par rapport à leur, on va dire, à leur milieu, parce que ces gens-là, ces personnes-là, on va dire, on n'a pas tous le même parcours. Donc ces personnes-là sont pères de famille, ont des boulots, ont des crédits, ont des maisons. Ouais. Et donc, même si je n'accepte pas ce qu'ils font, je comprends quelque part qu'ils sont pris par là. Ils sont pris à la gorge, clairement. Après, il y a des personnes comme moi, comme beaucoup d'autres, qui se disent, allez, on a un boulot, certes, on a un boulot, mais moi, personnellement,
je suis prêt à perdre mon travail, mais je ne me ferai pas injecter ce vaccin. Je respecte les gens qui l'ont fait, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, on est libre de faire ce qu'on veut avec son corps, mais personnellement, si c'est mes proches, comme je l'ai fait, mais malheureusement certains ont fait le vaccin, si c'est mes proches, je les ferai tout pour leur en dissuader. Parce que ce vaccin... C'est là où c'est malin, ils nous font croire qu'on a le choix, ils nous disent pas c'est une obligation. Mais en fait... C'est une dictature déguisée. L'obligation, au final, elle n'est pas que par les soignants, ils ont des pressions dans toutes les... C'est ça, dès qu'on veut voyager, on se fait harceler, C'est une dictature déguisée. C'est ça. Le pass sanitaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est le pass nazitaire. C'est la boîte de Pandore pour moi. La boîte de Pandore. Il y a une personne qui a fait sur un écran publicitaire, sur un panneau publicitaire, Macron habillé en Adolf Hitler, quelque part, et indirectement, ça ressemble à la situation actuelle. C'est ça. Macron a porté plainte, oui. Alors que moi je me souviens il y a quelques années, la liberté d'expression on l'érigeait au rang de absolu, tout le monde était Charlie. Là le mec fait une caricature de Macron en Hitler, et là ils sont où les Charlie pour le défendre? Ils sont où? Personne. Bah, c'est où en fait c'est Charlie quand ça arrange, quand on veut mobiliser les gens quand on veut mobiliser les haines ou mobiliser l'attention des gens, là il n'y a pas de souci. Là il ne faut pas oublier, il faut pas oublier que bon, le Covid a changé complètement le Covid. Donc le Covid a détruit les rapports humains. A éloigné les gens. Malheureusement, moi je dis une chose pour revenir à ce qu'on disait. Moi je ne vais pas acheter ma liberté par l'intermédiaire d'un vaccin. Je suis privé de bars, je suis privé de restaurants, je suis privé de salles de musculation, d'accord. Mais en aucun cas, je n'achèterai ma liberté par un vaccin. En aucun cas. Un vaccin qui n'est pas encore qui n'est pas encore testé. Jusqu'en 2023. Maintenant, les gens qui ont fait le vaccin, ils ne veulent rien savoir. Moi j'ai des amis intimes, ils ont peur, ils ne veulent rien savoir. Maintenant. Beaucoup, hein. Il y en a, voilà. Ah mince, j'ai mon trépied qui recommence. Parce que ça remet en question bien plus que le Covid aussi, d'accepter que tout ça est maintenant, ça remet en question trop de choses. Au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit la dernière fois monsieur, c'est à l'unité, c'est vraiment à l'unité. Ce qu'on revoit, c'est carrément un contexte de 1940, la Seconde Guerre mondiale. On voit des gens, moi quand je circule dans ma rue, même c'est des barreaux invisibles, voilà, c'est des barreaux invisibles. Les gens, ça a complètement modifié le comportement des gens. Vous avez entendu certains journalistes qui insultent des millions de personnes, qui disent qu'il faudrait venir nous chercher avec les dents, avec la police, que certains se permettent de nous insulter d'irresponsables, de connards, Mais c'est quoi ces méthodes en fait? Comme vous dites, c'est des méthodes de nazis, où on utilise une partie de la population, comme les capots dans les camps à l'époque. Alors, le rapprochement, on nous en veut de faire le rapprochement, mais à quoi sert l'histoire si on ne fait pas des rapprochements entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe maintenant? Pourquoi on apprend l'histoire alors? Justement, et à l'époque, c'était les médecins aussi, au temps des nazis, qui ont couvert, qui disaient que le juif portait la maladie, c'était une haute autorité de santé. Exactement. Et nous, vous voyez, aujourd'hui, ils ont endormi les gens comme dans notre profession, on sait très bien que ce masque-là n'est pas une protection pour un virus. C'est même marqué sur le incubateur de microbes. Donc d'entrée, nous les soignants, on a compris que ça, on n'allait pas être protégés de ce virus. Maintenant, on nous demande... Ça vous dérange si je joue au film? Non. Maintenant, on nous demande de porter les non-vaccinés le masque canard et le vacciné le masque chirurgical. Donc ça crée encore plus de tension. Pour dissocier. Voilà, comme ça, dans le service, notre collègue, toi tu as fait le vaccin, toi tu n'as pas fait le vaccin. Donc du coup, on a des tensions qui sont générées dans les services hospitaliers où on avait déjà la tension du virus. Et ça crée des clivages. Et je suis désolée, ça fait vraiment penser au fascisme et ça ramène à Hitler. Oui, c'est ça. C'est le fascisme des temps modernes. Je sais qu'ils ne veulent pas l'entendre, mais... Malheureusement, mais ces gens-là, ils vont devoir rendre des comptes parce que dans quelques mois, quand le régime macronien va tomber, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, qu'on a des droits, et des devoirs, mais on a surtout des droits. Et juridiquement, on a le droit au secret médical. Tout à fait. On a le droit à la protection de notre corps. Nous, on s'est fait traiter de honteux par nos médecins. Par nos médecins, nous ont dit qu'on était la honte de notre service parce que nous refusions de faire ce vaccin. Alors que nous, on s'est battu au début, on n'avait pas de matériel. Là, ça n'a pas posé de problème. On a soigné les patients, on a été au contact, on n'avait pas forcément notre matériel, on nous a applaudi. Et maintenant, au bout de 2 ans bientôt, où justement nous avons côtoyé sans rien, nous n'avons pas attrapé le virus, pourquoi maintenant on continue à travailler dans les mêmes mesures?
nous serions obligés de faire ce vaccin puisque nous connaissons les gestes barrières et que nous avons su nous en préserver. On n'est pas contre le vaccin, on est juste contre l'obligation vaccinale. Voilà, c'est tout. Et on ressent ce qu'on ressent, pour ne pas rappeler les terribles heures de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste et les étoiles jaunes. Quelque part, lorsque l'on va à Bastia, qu'on voit ces gens attablés aux tables, qu'on voit les gens au restaurant et que nous on passe à côté parce qu'on n'a pas le pass sanitaire, comme à l'époque de guerre où il y avait sur les panneaux des magasins interdit aux juifs, et bien là c'est pareil, c'est interdit aux non vaccinés. Un apartheid sanitaire. Un apartheid sanitaire, une ségrégation. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est invisible et qu'on peut. Voilà, des barreaux invisibles. Ouais. Des barreaux invisibles. Alors moi je suis donneur de sang depuis 1993. Donc par contre ce que je ne comprends pas, lorsqu'on donne l'ensemble dans des endroits confinés, moi je donne avec plaisir. Et bien là par contre le pass sanitaire il ne le faut pas. Dans les supermarchés il ne le faut pas. Dans les transports il ne le faut pas. C'est 2 poids 2 mesures. Dans le TGV, il ne le faut pas, mais dans le métro, il ne le faut pas, alors qu'on est beaucoup plus serré dans un métro qu'un TGV. Les restaurants de routiers, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Le restaurant du Sénat, il n'y a pas besoin. Dans les autres, oui. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est du dressage. C'est du dressage. Moi, j'appelle ça du dressage. Quand on apprend à quelqu'un à obéir à des règles qui n'ont pas de sens, mais qu'on lui dit « tu obéis », c'est parce qu'on veut le dresser. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris la mesure et l'ampleur de la situation dès le départ. Ouais. On pensait que ça allait être passager. Donc, on s'est montré conciliant. On a dit, allez, on accepte les masques. La petite carotte. On accepte le confinement. Ouais. Le confinement s'est arrêté, on s'est dit, alléluia, c'est terminé. Mais on ne pensait pas que ça allait recommencer. Après, justement, des lanceurs d'alerte nous ont permis de prendre conscience qu'il y avait un problème. Grâce à des médecins qui ont des professeurs qui ont osé s'exprimer. Dans le professeur Raoult qu'on veut mettre de force à la retraite. C'est ça. Ça, c'est dégueulasse aussi. Les médecins ont eu pour... c'est le gouvernement qui a dit administrer du paracétamol et rester chez vous. Ce ne sont pas les médecins qui se sont exprimés. Nous, on est dans le soin. Embauchez-nous des infirmières et des médecins si c'est une crise sanitaire. Pourquoi vous nous mettez un vigile à l'entrée? Ils baissent encore. Là, pendant la crise, ils ont encore baissé le budget alloué aux hôpitaux publics. Et ils ont donné 60 millions d'argent public pour augmenter la sécurité. Voilà. Donc là, on a tout dit. Voilà. En crise sanitaire, on embauche des infirmières et des médecins. On n'embauche pas des vigiles avec un pass sanitaire. Donc on voit qu'on est dans la manipulation depuis le début. Et d'où on enferme des gens sains dans les maisons? Où avez-vous vu dans la santé où les gens sont enfermés, ils ne sont pas malades? On enferme, c'est ça. Ça n'a aucun sens, ça non plus. C'est du dressage. C'est du dressage. Malheureusement, il a plus de poids que... Voilà. Parce qu'ils sont dans la sensation, ces gens-là. Ils font dans du sensationnel, c'est pas rationnel. C'est du spectacle, c'est du show. Voilà. Et puis ce qu'il y a de bien, je m'excuse, ce qu'il y a de bien de nos jours, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avant les journalistes pouvaient bloquer l'information. Maintenant avec les réseaux sociaux, ils ne peuvent plus bloquer l'information. L'information arrive même avant qu'ils la donnent eux. C'est ça. Donc ils sont obligés de suivre l'information d'Internet. Et je suis content qu'on puisse avoir cet outil-là, parce que cet outil-là, si on n'avait pas cet outil-là, on serait comme en 40. Hein. Ils sont où France 3 là? Je les vois pas. Ils sont pas là. De toute façon, les journalistes sont hors de la Macronie. Les journalistes, les grandes chaînes. Vous l'avez vu la vidéo à la manifestation, la dernière manifestation, où à un moment elle interview Karine, je sais plus quoi. Elle la coupe en plein milieu de sa phrase, elle lui parle des chiffres de l'ARS. Ça a tourné partout. Je veux dire, même à l'international. Ça a choqué du monde. Ben c'est là qu'on voit que ces médias-là sont téléguidés par la Macronie. Dès qu'en fait, ils sont aux ordres. C'est ça. Ils sont aux ordres. Elle avait son oreillette, je sais pas, elle a entendu. Oh, peut-être on lui avait dit si on te parle de l'ARS, tu dégages. Et personnellement. De l'ANSM. Elle lui a sorti les chiffres de l'ANSM. Et personnellement, moi, en tant que journaliste, si j'étais à sa place, j'arrêterais. Parce que moi, un journaliste est libre, un journaliste fait passer l'information. Bon, il peut avoir des consignes, mais si c'est pour dire qu'une personne ne peut pas s'exprimer parce qu'en gros, politiquement, au-dessus de sa gêne, c'est pas la peine. Ils savent très bien qu'ils doivent montrer patte blanche pour pouvoir continuer à travailler. Vous l'avez vu, Fahrenheit 451, je l'ai regardé hier soir. Il faut montrer sa soumission le maximum possible en fait pour avoir le droit de continuer à bosser. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est on paye des impôts. Mais c'est ça. Nous on paye des impôts pour avoir une information et en fait on a la voix de l'Élysée. Voilà, on a la parole de l'Élysée, on n'a pas la parole du peuple. C'est vrai. Pourquoi on paye des impôts? Pourquoi? C'est 115 € par an. C'est combien pour les médias, la taxe télévisuelle? C'est 120, 130? C'est pas rien quand même, c'est plus de 10 balles par mois par Français. C'est un abonnement, c'est comme si on avait tous un abonnement Netflix. Et je tiens à saluer Vécu et d'autres médias indépendants qui sont là justement
Voilà, contrebalancer justement ce que disent les médias du pouvoir. Et franchement, chapeau vous et vos correspondants qui sont dans toute la France et qui justement font partie des personnes qui justement le jour où cette dictature va tomber mettront en grand jour les carences de cet état dictateur. Franchement, bravo et chapeau. Merci à votre soutien, ça fait du bien. Parce que ça nous fait du bien aussi. Ouais, ça nous fait du bien. Ah oui, on a tous besoin de parler, on en meurt sinon. On se sent pas tout seul comme ça. Ouais, c'est ça. On aura toujours la parole grâce à ça et on a les outils aujourd'hui, on a Internet. Excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a quelqu'un d'INSEAD qui est monté discuter avec la direction? Oui, ouais, ils sont montés. Moi j'ai demandé pour monter avec ma caméra, mais ils ont pas voulu. Mais ouais. Pourtant c'est un média. Hein. Oui, non, mais Et là ils sont actuellement. Ouais. Non, c'est des médias. On va voir l'audio. Ouais. On va voir l'audio. Ouais, excusez-moi pour la stab, c'est catastrophique là, je le tiens depuis tout à l'heure avec ma main gauche. Et moi je récupère des images qu'après on va remonter. Avec plaisir. Il est bien équipé, regardez ça, magnifique GH5. C'est une lentille tout en métal. Il n'y a pas de souci, vous pouvez publier, il n'y a pas de souci. Hein. Bah là c'est en direct. Hein, en tout cas c'est bien, c'est très bien franchement. Franchement n'hésitez pas à chaque fois que je suis là, même à venir. Et merci, ouais. Et vos homologues, c'est pareil, tu vois sur Facebook, ils sont partout ailleurs, ils sont super. Ils sont comme vous, ils vont à la rencontre des gens, ils sont humains. C'est ça, on voit qu'en fait, le boulot n'est pas fait, on paye pour avoir un service, le boulot n'est plus fait. Donc on se réorganise, on recrée quelque chose de parallèle. D'ailleurs, on le voit avec ce qui s'est passé avec Pierre Barnérias pour son documentaire Hold Up. Ils veulent le censurer. Ils l'ont censuré direct, il était sorti au cinéma au début. Et le truc c'est que moi je crois beaucoup au financement participatif. Le fait que aujourd'hui on arrête de sortir de ces grandes institutions comme des majors, des grosses majors qui décident qui va survivre et qui va disparaître. Alors que si quelqu'un a une bonne idée, un projet, il le propose aux autres et puis c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit de le voir. C'est ça. Ils ont vraiment envie de voir ce projet. C'est ça. Le financement participatif, ça marche bien aussi. Les gens qui font des films et tout ça, ça marche bien. Voilà, parce que bon, pas tout le monde n'est ami avec les grands du cinéma. Et puis... Au moins ça casse ce show business. Ça casse ce show business. Ça devient un peu plus... C'est comme j'ai dit avant, les producteurs de chansons. Les producteurs de chansons, avant, la personne qui passait pas chez Orlando, dans le bureau, ça passait pas, il passait pas. Là maintenant, les gens depuis Internet, ils présentent leur maquette et tout ça. De suite, ça prend feu et puis c'est... Déjà cartonné. Voilà. Et ils voient que ça marche plus. Ils voient que ça marche de moins en moins, ce côté synthétique du journaliste. On va bien sentir qu'en fait, il te parle pas. Il parle comme un robot, là, comme il parle à TF1. Oui, alors aujourd'hui, là. Les gens, ils veulent plus de ça. Ils en ont marre qu'on leur parle comme des robots. C'est comme tes PMP avec Hanouna. Ouais. Tes PMP avec Hanouna. Il y a un écrivain, Eric Nolot. Je l'ai vu la dernière fois. Ouais. Ce type-là, à chaque fois, il est toujours en contradiction avec les choses. Ah, il est chiant. Là. Il est toujours en contradiction. Je l'ai trouvé insignifiant vis-à-vis des personnes, justement, qui venaient contre le pass sanitaire. Toutes ces personnes-là, directement, Hanouna, il est assez impartial. Mais j'ai trouvé dégueulasse avec Patrick Divizio, justement, que lui, il a dit, moi, je n'ai pas de passe, je ne rentre pas. Mais il a regardé ça aussi hier. Ouais. Il a été moqué, il a même dit, s'il y a une personne, si moi je dois rentrer dedans, les personnes qui sont à l'intérieur doivent se faire tester. Donc si moi je suis testé, il faut qu'elle soit testée. C'est ça. Donc il expliquait que en fait, lui avec un test PCR avait plus de chances d'être infecté par quelqu'un qui n'avait pas fait de test PCR parce qu'on sait aujourd'hui que la vaccination ne protège absolument pas. On le voit en Israël, on le voit dans les pays les plus vaccinés, ça éclate, ça rééclate. Et ça les journalistes nous maintiennent dans l'ignorance en nous faisant croire qu'actuellement, là, en service de réanimation, il y a 80% des personnes qui sont en réa qui ne sont pas vaccinées. C'est totalement faux, vous allez demander à n'importe qui là. Les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux parce qu'à un moment donné, ils déclaraient des personnes qui étaient mortes de maladie ou d'accident Covid. C'est ça. Donc, ils ont tout fait pour gonfler en fait, en permanence, les chiffres. Et pour atténuer quand ça les arrangeait pas. C'était de la comorbidité quand ça les arrangeait, c'était pas de la comorbidité quand ça les arrangeait pas. Ils créent la peur chez les gens.
il crée la peur chez les gens, enfin chez certaines personnes on va dire. Chez certaines personnes, parce que bon, surtout chez les personnes âgées, non, je veux dire qui n'ont pas l'outil internet, ou qui sont, on va dire, depuis des années devant leur télévision, eux c'est là les pauvres. C'est ça. Qui n'ont pas accès, qui n'ont pas trop accès encore au réseau. Autour de moi, j'ai plutôt constaté les gens les plus convaincus que j'ai vus, les gens qui étaient dans la quarantaine, plutôt 30-40 ans, qui avaient, ils avaient eu un parcours scolaire, ils ont un métier, ils ont toujours été dans le système. Et en fait, c'est terrifiant pour eux d'imaginer que le système soit corrompu. Ils peuvent pas. Donc, la population qui fasse n'importe quoi, ça c'est acceptable. Mais imaginer que ce soit les élites, ça c'est pas possible. Ça remettrait presque. Au-delà du Covid, ça remettrait trop de choses en question, tu vois. Ils le refusent, ils en ont peur, je le vois, ça les terrorise. Ils préfèrent résister à ça. Et puis tous ces spots publicitaires qui dégueulent à longueur de journée sur les télés, tout ça. Horrible, ça je peux pas le voir par Ces messages subliminaux. Parce que là, c'est les enfants qui sont en train d'être formatés. Ça, c'est la génération TikTok qui est pris là. Parce que nous, ça va, on les regarde plus vraiment ces pubs, ou alors on quitte la télé. Ça fait 2 mois que j'allume plus la télé. C'est ça. Mais les gosses, ils attendent leur programme et tout. Et on leur répète ces messages. C'est eux la cible. C'est eux la cible de tout ça. Et puis ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les futurs soumis, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Que la liberté, directement, cette pub, elle est hypnotique. Il y a des personnes qui voient ça. Directement, c'est vraiment, comme je dis, on n'achète pas la liberté. Alors, on voit une piqûre, un théâtre qui s'ouvre. On voit une piqûre, on voit l'ouverture d'un bar. On voit une piqûre, l'ouverture d'un restaurant. C'est vraiment. Ils essaient de rendre ça cool aussi avec les jeunes. Ça vax. Ils lancent même des. C'est comme, je sais pas. Il y a Charal avait son. Enfin, comment on appelle ça quand un publicitaire invente un slogan. Ouais. Ils ont leur slogan. C'est quand même. Moi, je n'avais pas vu la pub. Ouais. Et nous faisions un repas entre amis. Nous étions 10. Un vacciné et 9 non vaccinés. Et au cours du repas, bien sûr, on voulait éviter le sujet. Mais bien évidemment, nous en sommes venus. Il est difficilement évitable ce sujet. Voilà. Et donc, mon ami le vacciné, qui l'a fait, mais pas par obligation, parce qu'il s'est dit qu'on allait y arriver tous, nous dit, mais vous avez vu les chiffres? Moi, je n'avais pas encore vu la publicité sur le Covid. Et moi, je lui dis, oui, j'ai vu les chiffres des journaux, mais moi, je suis aussi sur le terrain. Donc, les chiffres, c'est les lits. Et moi, je vais te parler des chiffres des lits. Et je lui dis il me répondait, mais combien y a-t-il de vaccinés en réa? Il a commencé à s'énerver, quelqu'un de très calme. C'est la première fois de ma vie qu'il s'est énervé. On peut voir, c'est qu'ils sont très énervés, effectivement, les gens. Ouais. Ils nous rigolaient, ils disaient, mais vous êtes là, mais vous luttez pour rien, vous allez tous le faire, le vaccin. Donc, il a fait faire il y a du mépris, du cynisme. Oui, il rigolait et il disait les propos et les chiffres. Et le lendemain, ma fille m'a dit, tu as vu la pub? J'ai dit non et j'ai vu la pub. C'est exactement ce qu'on a vécu avec notre ami. Et il n'arrivait pas à entendre que les médias pouvaient mentir sur les chiffres. Il me disait, mais tu te rends compte, ils veulent pas. Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est que certaines personnes ne peuvent pas, parce qu'ils sont tellement là-dedans depuis longtemps, que prendre conscience de ça, en fait, ça détruirait quelque part une grande partie de leur construction intellectuelle. Et ils résistent à ça. Ils ne veulent pas perdre la face. C'est ça. Ils sont allés trop loin dans le mensonge, du coup c'est trop tard maintenant quelque part pour eux de dire ah bah merde, en fait effectivement là il y a un gros problème. La chute elle va être dure. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En 1945 sur Paris, à un moment donné, les gens, si maintenant la dictature sanitaire dure encore plus longtemps que maintenant, il y aura à un moment donné ces gens-là qui ont collaboré, à un moment donné, c'est malheureux à dire, mais ça va être les ennemis publics numéro 1 des populations. Il y aura la honte, une honte à porter. Parce que ça va être comme en 45 à la Libération, c'est pareil. C'est pas un travers dans lequel il faut tomber. Non, c'est pas un travers non plus. Mais ça risque d'être difficilement évitable. Moi je suis prêt à pardonner, mais par contre, faut pas que ça continue très longtemps. Parce que là, on arrive un peu à la limite. Ça commence à être compliqué. Moi, on m'a même dit, si tu as raison, si effectivement dans 10 ans, c'était un truc expérimental et que je développerais un cancer, je serais mort en héros de la nation. Ouais. Oui. Mais c'est ce qu'on leur rabâche. C'est ce qu'on leur rabâche à longueur de journée, c'est que en étant vaccinés, ils pensent aux autres. Voilà. Alors que la plupart, en vrai, s'ils donnent la vraie raison de leur vaccination, c'est parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur liberté. Oui. Et ça, c'est qu'ils le disent quasiment à chaque fois, ils le disent comme si c'était anodin, mais c'est le pourquoi de tout ça. Donc, c'est pas des vertueux
c'est pas vertueux d'aller d'aller voyager. c'est ça, je veux dire, là ils pensent à eux, nous quelque part. Tu vas perdre ton travail. Oui, mais entre ma santé et mon travail, je choisis ma santé. C'est ça. Voilà, c'est tout. On n'a que ça de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important. On essaye de nous menacer. C'est peut-être de l'inconscience. Mais moi, dès le départ, je n'ai rien changé à ma vie. Les gens qui voulaient prendre des précautions, je respectais, ils prennent leurs précautions, il n'y a pas de souci. Mais j'ai rien changé à ma vie. J'ai continué à embrasser les gens qui étaient comme moi, qui pensaient comme moi. J'ai continué à serrer des mains. Ça surprenait d'ailleurs. Je tends des mains, les gens ils sont là. La pandémie. Je meurs, vous mourrez, il meurt, le croque-mort arrive, on meurt tous. Une pandémie, la définition de la pandémie. Donc on est très loin d'une pandémie. 99,98% de taux de survie au Covid-19. 99,98%. Le problème, c'est que ça aussi, ça aurait dû donner la puce à l'oreille aux gens. Non, les gens, ils sont... Et si ce détail passe à côté, du fait qu'on bloque un pays pour une population très réduite et que jusqu'à présent, de toute façon, cette population, les petits vieux, ils n'ont pas témoigné une importance particulière. D'un coup, on se préoccupe de ces gens-là et on est prêt à tout chambouler, tout bloquer, même notre économie pour ces pourcentages-là. Si ça, les gens, ça leur a pas mis la puce à l'oreille, c'est comme ça qu'après, on a pu les embrigader dans la mentalité de on fait ça pour préserver les Français, pour aider nos citoyens, pour aider nos proches. Et si vous ne le faites pas, vous êtes un peu responsable de ce qui se passe. Vous êtes des égoïstes surtout. Et ça, je pense que les gens, il y a une partie d'eux, ils s'en sont conscients, mais ils refusent de le voir, ils préfèrent l'accepter. Parce qu'encore une fois, ça remettrait trop de choses en question. C'est trop violent, c'est trop brutal. Pfizer a fait beaucoup de bénéfices avec le vaccin. A fait énormément de bénéfices financiers. Et ces gens-là, ils perdent jamais d'argent. Ils ont éclaté en bourse. Moderna a fait un x40, je crois, en bourse. x40. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. S'il y a un an, vous aviez placé 1000 € sur l'action Moderna, là, vous faisiez... Alors, allez vérifier le... C'est énorme les intérêts qui se sont faits là. Johnson aussi, Johnson, Moderna, Pfizer. Bon, Pfizer, ils étaient déjà énormes avant, donc ça n'a pas éclaté non plus. Mais je crois qu'ils se sont fait un plus 40% quand même. Et bientôt le Sanofi, le Pasteur, je pense, qui va apparaître prochainement. Le Pasteur, non, je pense. C'est ça, ouais. Alors il y a des traitements qui fonctionnent très bien. Vous voyez pourquoi cette recherche de vaccins? D'abord on traite, après on... La fausse étude du Lancet là, qui avait dit que l'hydroxychloroquine était dangereuse, qu'il fallait la retirer de suite. Elle a été annulée une semaine après et ça a été le plus gros scandale du Lancet. Et pourtant, Véran, il a tenu bon. Et ça a choqué personne parce que les médias ont continué à rabâcher. Les médias, ils ont un fort pouvoir. Oui, et là, ils sont puissants. Et là, comme par miracle, maintenant, j'ai appris sur Facebook que le système médicamenteux va être en circulation prochainement. Oui. Et c'est là qu'on sent la présidentielle qui arrive prochainement. Hein. C'est là. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai guéri la France. Je suis un héros, j'ai guéri la France. Au mois de novembre, votez pour moi, j'ai guéri la France. C'est vrai. Ouais, ça fait. Donc voilà, il va se prendre pour le prophète, le grand seigneur. Aujourd'hui, on a appris qu'à Ajaccio, l'atrium, ça y est, est ouvert à tout le monde. Donc, ça recule, ça recule. Il y en a beaucoup qui ne croient pas aux actions juridiques. Moi, je crois plus au pouvoir. Ouais. Les actions juridiques, elles sont toutes à leur honneur. Là, ça commence à porter ses fruits. Le truc, c'est que c'est long et qu'on n'a pas le temps. C'est ça le problème. Mais le gros dans l'histoire, c'est ceux qui ont entrepris des actions juridiques, comme les pompiers, les personnes qui se sont battues pour la réouverture des supermarchés, ils ont tout mon respect, ces personnes-là. Mais par contre, on dira ce qu'on voudra, c'est que le pouvoir, ça reste le pouvoir. Le pouvoir a décidé qu'il va y rouvrir, il rouvre. Hein. Il y avait une parole qui disait très bien que vous soyez puissant ou misérable, les cours de justice vous rendront en blanc ou noir. Donc, oui, mais n'oublions pas que le pouvoir, c'est nous qui... Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple. Et il y a cette notion aussi qu'on est écouté quand on a les arguments pour être écouté. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi, par exemple, tout à l'heure, je parlais des restos des routiers. Pourquoi les restos des routiers sont restés ouverts? Parce que les routiers ont la possibilité de mettre un chaos technique en une semaine au gouvernement. Et malheureusement, on est là. C'est qu'on est dans un rapport de force. Si on s'unit, on l'a prouvé, ils l'ont prouvé dans pas mal d'autres pays, en Espagne, en Lombardie, dans pas mal d'autres pays. Si on s'unit, on défonce tout. Bien sûr. Et ils sont tout petits. Mais oui. Le problème, c'est qu'on n'est pas unis du tout. Ils font tout pour qu'on soit les uns Ils ont réussi à diviser les gens. Et avant même de les diviser entre vaccinés et non vaccinés, il y avait déjà ce truc de attention, ton prochain est potentiellement contagieux et potentiellement dangereux. Donc déjà, il y a presque un an et demi, il n'y a pas tout à fait 2 ans, mais il y a un an et demi, ils avaient déjà mis la première
première goutte de cela, qui aujourd'hui, là, ça, avec le vaccin, ça a pris une ampleur. C'est même plus, je fais attention sur le plan sanitaire, c'est non seulement je fais attention sur le plan sanitaire, mais en plus, tes idées sont dangereuses pour moi ou inversement. C'est ça. Donc là, c'est sûr que... Mais c'est tout con, mais ça, c'est un combat qu'il faudrait maintenir en permanence, tous les jours, constamment, de veiller à avoir au moins nos proches, de pas forcément tenter de les convaincre, parce que je crois que rien ne doit être forcé, mais garder une bienveillance en tout cas, et un dialogue. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là, parce que quand même avec la guerre 39-45, oui, mais les gens, ils ont bien oublié vite. Les gens ils oublient à une vitesse. Et c'est là que vous comprenez comment ça a pu basculer aussi facilement en 39-45. Bien sûr, non. Vous avez ces gens-là, c'était même pas encore obligatoire, ils ont foncé. Cette peur de la liberté. Il faut dire que entre guillemets, le meilleur élève de la vaccination au niveau national, au début, parce que comment dire, je ne peux pas être dans la tête des gens, mais maintenant, moi je le déplore fortement. Je le déplore fortement parce que j'ai peur pour ces jeunes, pour ces personnes-là qui sont âgées. Ça va arriver, bien sûr, parce qu'on va pleurer. On n'a pas encore commencé, on va pleurer plus que la première vague. On ne sait pas encore ce qui nous attend, mais on va bien pleurer. Et là, c'est mondial, c'était pas à l'époque. Alors, bon, maintenant c'est la connexion qui bug. C'est l'horreur. Salut. Toujours. Ouais, tu veux dire quelque chose? Ouais, si tu veux, tu peux juste prendre la parole comme ça, tu vois, je filme à côté. Là, j'ai entendu, mais on en est mal. Alors là, tu as les soignants qui sont rentrés. Ce qu'elle a dit, c'est que la direction a les pieds et mains liés en fait. En gros, c'est la stratégie en gros. Et c'est ça qui est fort à chaque fois et c'est comme ça qu'ils arrivent à avancer. C'est qu'à chaque fois, les gens se disent c'est pas de notre faute, nous on fait que suivre les ordres. Mais ce que j'ai envie de leur répondre, c'est le mec qui a amené pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était conducteur de train et qui faisait partir les trains à l'heure quand ils allaient à Dachau. Bah, en fait, le mec, il faisait que faire son boulot. Mais quelque part, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas une excuse de dire, ouais, mais nous on n'a pas le choix parce que c'est pas nous qui décidons. Tout le monde a le choix de désobéir. Ah oui, mais non, je sais. C'est à force, ça va, Liane. C'est la conscience individuelle. Là. Ça roule. Ah merde. C'est la conscience individuelle. C'est ça, c'est que. Je dis juste peut-être que des opérations doivent être un peu plus dures à terme. Ouais, vas-y. Bonjour à tous. Je pense qu'il faudrait peut-être. Salut. Des opérations un peu plus dures. Des opérations un peu plus coup de poing, parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'on va nous bloquer violent jusqu'à plus personne. Et là, j'ai l'impression que ça commence à. Ce que j'ai vu encore, ça commence à diminuer. Il n'y a pas assez de monde. Il faut que les gens se remobilisent. Il y a la rentrée qui arrive. Le 15 septembre, il y a les dates un peu symboliques par rapport aux soignants et tout. Ah ouais, là. Se rebouger le cul, quoi. Ouais. Malheureusement, bon. Je vois que les gens se réunissent en ville, se réunissent partout, à part aller à l'ARS, à part aller à l'hôpital, à la préfecture aussi. Donc c'est ça serait ce genre d'action. Quand vous dites action coup de poing, c'est ça serait directement aller s'adresser, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ceux qui prennent les décisions et qui nous emmènent dans cet engrenage, quoi. Allez les interpeller. Parce que là, j'ai l'impression on est là en manif, mais d'un côté on ne dit pas être violent, mais d'un côté de rester là, je pense qu'ils attendent que ça s'épuise comme les gilets jaunes et d'autres mouvements pour dire allez. Et en mettant des obligations, on dirait les gens ils sont pro le vaccin, pour ci, pour ça, pour le pass sanitaire, alors que les gens ils ont une obligation, ils ont peur. Il faut nourrir les familles, il faut travailler, il faut ci, il faut ça. Donc au bout d'un moment, il va falloir peut-être soit se bouger plus, soit. C'est-à-dire manifester en demandant la liberté, c'est pas suffisant, il faut l'exiger. Peut-être un peu plus, ouais. Enfin, je dirais rien d'autre, mais. Ouais, non, mais je comprends. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Voilà, là on est un peu moins nombreux. Comment? Je sais pas, mais là actuellement il y a des potes qui sont rentrés pour, enfin ceux d'INSEE, mais ils sont en ce moment. Je voulais rentrer pour les. Ouais. Je voulais rentrer pour filmer, mais ils ont pas voulu malheureusement. Ils n'ont pas voulu. Ouais. Bon, écoute, moi je vais y aller. Ça marche. À la prochaine. Samedi à la manif. Là, je peux y être. Là, ça y est, j'ai fini la saison. Ça marche. À samedi. Merci. Bon, une énième fois, je vais essayer de démarrer le moteur, mais je pense que le trépied
Le trépied il est bon pour partir au SAV là. Il a complètement lâché, le moteur il est bouillant. Je sais pas ce qu'il a. Voilà, on va retenter. Je remets avec elle. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire là. Si j'attends un peu que mes potes ressortent, ce que je peux faire c'est aller au vaccinodrome qui est en bas, peut-être pour voir à quoi ça ressemble. Je trouve plus mon pote là qui parlait à l'instant. Je voulais descendre avec lui. Il a peut-être dû descendre. Bon, ce que je vais faire là il y a plus grand chose à voir pour le moment. C'est que je vais sûrement relancer le live après pour savoir quand ceux qui sont rentrés, quand mes potes ressortiront. Voilà. Je sais pas si je fais bien de couper maintenant, autant ils sortent dans 2 minutes, j'espère que ça va pas être le cas. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, merci beaucoup.